Allez, bonjour à tous, il est actuellement 5 heures du matin, 5 heures tout pile, 5 heures et 30 secondes. Je vous souhaite à tous un excellent réveil. Dans le chat, je vous ai dit bonjour, mais je voulais vous dire aussi bonsoir également pour ceux qui ne se couchent pas. Parce que la plupart d'entre vous qui m'écoutent en direct sur Twitch, c'est des personnes qui ne sont toujours pas couchées. Donc bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau live aujourd'hui, en ce vendredi 12 juin 2020. Aujourd'hui, on a un beau programme chargé juste avant le week-end. Et oui, ce soir, ça y est, c'est déjà le week-end. La semaine a passé super vite. J'espère que cette semaine, vous avez pu l'optimiser au maximum pour faire ce que vous souhaitez. Et si vous n'avez pas réussi, ce n'est pas un souci. N'oubliez pas de ne jamais se juger. Et toujours regarder ce qu'on a fait de mieux. Et même si on n'a pas fait quelque chose de mieux, directement avec les actions, regardez si on a fait quelque chose de mieux au niveau déjà de notre esprit, si on a pensé mieux, si on essaie par exemple plus de se juger, de moins se juger, déjà c'est parce qu'on a fait des choses de mieux. Donc voilà. Aujourd'hui dans cette émission, quel est le programme? Donc je vais pas tarder à chaque fois à parler un petit peu trop pour rien, on va directement entrer dans le vif du sujet. Au moins on va respecter les horaires, voilà, tous ensemble tranquillement. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? C'est très simple, on a pas mal de choses dans le petit programme et je vais vous annoncer quelque chose qui va arriver donc pour les jours à venir pour le live. Comme vous voyez là en fait, si vous regardez donc sur le live Twitch, l'illustration qui est en train actuellement d'être là quoi. Je veux dire, vous voyez l'illustration, il y a ma tête où il y a les petites courbes qui bougent, etc. Mais en fait j'en ai fait une autre comme ça. Et ça va permettre de pouvoir mettre des informations pendant que je parle. Si par exemple je parle d'un sujet en particulier, je vais vous montrer des images, je vais les afficher dans ça, je vous montre tout de suite. Attention, ça. Maintenant sur le plan principal, voilà, et maintenant c'est parti, on va démarrer avec le petit programme du jour qui nous attend en ce vendredi 12 juin. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui déjà, il y a une fête à souhaiter à toutes les personnes qui se nomment comme ça. Et moi je connais une personne qui se nomme comme ça, que j'adore et j'en parlerai juste après, donc ça c'est pour la fête du jour. Après donc on va commencer bien sûr avec les 10 minutes de douceur et aujourd'hui on va parler de l'importance et la sous-estimation que l'on fait du sommeil. Et on va voir l'importance qu'a le sommeil, mais encore plus que la théorie qu'on entend sur le sommeil, vraiment de la pratique et bien vous expliquer qu'est-ce qui est super important dans le sommeil et comment vous pouvez changer votre biologie, votre état de santé et votre état de vitalité et votre énergie vitale juste en dormant plus ou en dormant moins, enfin en dormant assez. C'est justement ça qu'on va voir, que si vous dormez trop ou pas assez, ça peut avoir des effets, alors que si vous dormez juste ce qu'il vous faut, c'est juste parfait. C'est ce qu'on va voir par rapport au sommeil. Puis après de 5h10 à 5h30, on va se faire la journée mondiale internationale. Aujourd'hui, on a 2 journées, une mondiale et une internationale. Juste après, on enchaînera à 5h30 avec la pause musicale suivie des rubriques. Alors pourquoi je dis des rubriques? Car aujourd'hui, il y aura 2 rubriques. Donc d'abord on va se passer une petite musique tranquillement, puis après on aura la rubrique de Océane qui va nous parler de sa passion sur la correspondance écrite. Donc c'est une rubrique que j'ai diffusée hier et que je rediffuse aujourd'hui. Puis après on aura une deuxième musique et juste après on aura la rubrique de Mélina sur Harry Potter et on aura la suite de mercredi. Parce que oui, Mélina en direct mercredi nous avait proposé une rubrique et aujourd'hui ce sera tout simplement la suite. Si elle se réveille, donc j'espère qu'elle se réveillera, et si jamais elle se réveille pas, c'est pas grave, c'est pas un souci. On passera à la rubrique de Samy qui nous a donc fait la joie de nous faire cette petite rubrique lundi qu'on rediffusera donc aujourd'hui. Et puis pour finir, on se fera donc ma rubrique qui s'appelle Se réveiller moins bête. Alors quand je dis pour finir, c'est pour finir entre 5h30 et 5h45 parce que bien sûr c'est pas terminé la matinale. Et aujourd'hui pour se réveiller moins bête, on va faire une dizaine de fun facts en rafale. Donc je vais vous donner plein de fun facts, plein d'anecdotes en rafale comme ça, pas juste une où je vais développer, genre plein comme ça. Au moins ça va vous donner pas mal de petites anecdotes à raconter aujourd'hui dans la journée. Et puis après on enchaîne bien sûr de 5h45 à 6h avec le sujet du jour. Et aujourd'hui on va parler des régimes et on va voir pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et si ça marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Et bien sûr, vous connaissez la réponse, vous savez très bien que ça marche pas. Et on va voir pour quelles raisons. Et juste après, on enchaîne de 6h à 6h15 avant le week-end. C'est une nouvelle rubrique qui sera là tous les vendredis. Et aujourd'hui, on va parler de noter ses qualités et ses défauts pour pouvoir s'en servir à bon escient
en notre faveur. Et pour finir, de 16h15 à toujours comme j'écris infini, ça veut dire de 16h15 à jusqu'à que le temps nous dira qu'il faut s'arrêter, je laisse parler mon cœur, c'est un sujet libre. Voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Donc c'est un beau programme qui nous attend, donc sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Alors on va commencer par quoi? On va commencer aujourd'hui par la fête du jour. Et aujourd'hui, c'est un prénom qu'on connaît plus que les prénoms qu'on avait juste avant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'hier, c'était la Saint Barnabé. Donc Barnabé, on connaît deux noms, mais je pense pas que dans votre entourage, vous avez un Barnabé. Et puis avant-hier, on avait la Saint Landry. Alors c'est un super beau prénom, mais qui connaît un Landry? Personne. Et donc là, aujourd'hui, c'est un prénom qu'on connaît beaucoup quand même. C'est un prénom un petit peu ancien, mais qu'on connaît quand même. C'est la Saint Guy. Donc aujourd'hui, je souhaite une bonne fête à tous les Guy. Et en particulier, moi je connais un Guy aussi, donc je le salue s'il passe par là. Donc voilà, bonne fête à tous les Guy. Donc c'est parti, maintenant on enchaîne tout de suite avec les 10 minutes de douceur. C'est parti pour les 10 minutes de douceur. Les 10 minutes de douceur de 5h à 6h dans le Morning Bonheur. Et aujourd'hui, dans ces 10 minutes de douceur, on va parler de l'importance et de la sous-estimation que l'on fait du sommeil. Ah, le sommeil, qu'est-ce que c'est important le sommeil? On sait très bien qu'il y a plein de choses dans un mode de vie qu'on ne peut sauter, qu'on ne peut pas faire pendant plusieurs jours et que ça nous fait rien. Qu'on peut ne pas faire et que ça nous fait rien. Par exemple, on peut pas manger pendant plus de 3 semaines, voire plus de 2 mois. Enfin, ça dépend de notre capacité, mais on peut vraiment sauter une longue période sans manger et il n'y a aucun souci. Pareil pour boire, on sait qu'on peut passer plus de 3 jours sans boire sans aucun souci. Bien sûr, ça dépend des corps, mais on peut le faire quand même. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, quelque chose qu'on ne peut pas sauter, et c'est quoi? C'est le sommeil. Le sommeil, on est obligé de le respecter. On est obligé de dormir tous les jours. Parce que le sommeil, on ne peut pas passer plus de 2 à 3 jours sans dormir. C'est-à-dire que vraiment le maximum, c'est 2 jours. Et il y a plein de personnes qui sont décédées en durant plus de ce temps-là. Donc c'est pour ça que c'est super important de dormir. Et dans notre société, on a 2 mots. Soit on dort trop, soit on dort pas assez. Et les deux ne sont pas bons. Mais vous allez voir encore qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Et c'est celui qu'on ne pense pas justement. Donc, du coup, on voit que c'est vital de dormir. Et pourquoi est-ce vital de dormir? Tout simplement parce que pendant la journée, on va se dépenser, on va envoyer de l'énergie vers l'extérieur, on va bouger. Et en fait, comment ça s'appelle quand on fait ça? Ça s'appelle du catabolisme. Le catabolisme, c'est à chaque fois que vous allez consommer vos ressources. À chaque fois que vous allez utiliser toutes vos ressources. Donc c'est pour ça que vous allez perdre des calories pendant la journée et que du coup, il faut à chaque fois venir, on va dire, remettre à jour ce nombre de calories donc en mangeant. Et donc du coup, quand vous êtes en mode catabolisme, ça veut dire que vous allez consommer vos ressources. Mais au bout d'un moment, vous n'allez plus en avoir de ressources. Même vous avez beau manger, vous n'allez plus avoir de ressources d'énergie, de ressources physiques. Et pour ça, il faut se reposer. Donc il y a 2 phases. Il y a la phase catabolisme et la phase d'anabolisme. Catabolisme, on consomme ses ressources. Anabolisme, on régénère ses ressources. Et donc quand c'est qu'on régénère ses ressources, c'est tout simplement la nuit. Quand c'est qu'on retrouve son énergie, c'est la nuit, sans se reposant. Alors c'est pas que la nuit, parce que si par exemple vous faites du jeûne en vous reposant, vous pouvez faire l'anabolisme. Si vous arrêtez de faire de l'activité physique, si vous en faisiez trop, c'est de l'anabolisme. Si vous arrêtez de trop réfléchir, c'est de l'anabolisme. Donc l'anabolisme, c'est juste le repos. Mais c'est également de dormir. C'est pour ça que quand vous passez des fois plusieurs heures d'affilée, genre par exemple vous passez 18, 20 heures d'affilée sans dormir, très souvent qu'est-ce qui se passe? Votre mémoire va commencer à flancher. Tout simplement parce que votre corps n'a pas eu le temps de se régénérer, de se reposer. Et du coup, votre mémoire va commencer un petit peu à flancher et ça va pas être très cool pour vous, pour votre lucidité. Et donc du coup, c'est pour cette raison forcément qu'il faut dormir, mais également pour notre état de santé global. Ça veut dire que justement, on va prendre ce que je vous disais, donc soit dormir trop, soit dormir pas assez. Et pourquoi c'est pas bien dans tous les cas de faire les deux? Alors, si on dort trop, pourquoi c'est pas bon? Simplement car on va décaler notre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est notre rythme biologique de sommeil. Et ce rythme-là, il faut absolument le respecter. Pourquoi? Parce que si vous ne le respectez pas, il va y avoir un désordre biologique qui va créer plein de désordres au niveau des neurones et de plein d'autres choses dans le corps. Ce qui va faire que quand vous allez trop dormir, vous allez vous réveiller comme si que vous étiez sous.
comme si que vous avez une gueule de bois, alors qu'en fait vous n'avez pas du tout, alors que vous n'avez absolument pas ça, excusez-moi je me suis trompé, alors que vous avez absolument pas ça. Vous n'avez pas de gueule de bois, vous avez rien, vous avez juste dormi normalement et vous êtes hyper fatigué, vous êtes vraiment dans le mal et vous comprenez pas pourquoi. Parce que vous avez trop dormi. Et quand vous dormez trop, c'est comme toutes les choses que vous allez faire trop, votre corps ne va pas le tolérer. Parce qu'il faut juste être juste dans la vie. Il ne faut pas trop consommer ou pas assez, il faut le faire au milieu. Il faut le faire modérément. Il faut le faire ce que notre corps tolère. Et du coup, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont pouvoir dormir 6 heures et ils vont passer une nuit normale. Et d'autres qui vont devoir dormir 9 à 11 heures pour passer une nuit normale. C'est l'exemple de, par exemple, Salvador Dali. Il dormait 6 heures par nuit et il s'en portait très bien. Alors qu'Albert Einstein, lui, en dormait 11 heures par nuit et il se sentait pas fatigué parce que c'est exactement ce qu'il lui fallait. Donc c'est un petit peu gros, mais en moyenne, on est entre 7 et 8 heures. Moi, je sais que je suis entre 8 et 9 heures de sommeil pour me sentir vraiment bien. Et encore, ça dépend parce que des fois, quand je dors 8 à 9 heures, je suis un peu trop fatigué parce que j'ai trop dormi. Donc entre 7 et 8 heures, c'est plutôt pas mal. Et du coup, si on dort pas assez ou si on dort trop, dans tous les cas, c'est pas bon. J'ai remarqué ça. Donc quand je dors trop, quand par exemple je me couche à minuit 1h et le lendemain je me lève à midi, j'ai dormi 11 heures et je suis complètement fracassé, vraiment je me sens pas bien, je me sens faible, je me sens fébrile, exactement comme quand on est sous. Même si je sais pas ce que c'est, je vois à peu près la sensation que ça pourrait être parce que moi voilà, je suis un peu dans les rares qui n'ont jamais bu d'alcool, mais je fais partie de ces gens-là. Et du coup, enfin ces gens-là, on n'est pas une catégorie, hein, je veux dire, on n'est pas les gens qui ne boivent pas d'alcool, mais ce que je veux dire c'est que moi j'ai jamais bu d'alcool, mais je pense savoir à peu près ce que c'est au niveau, on va dire, de l'état de conscience qu'on peut avoir. Avec quand on dort trop, c'est un peu ce qui se passe. Donc quand on dort trop, c'est pas bon, on se sent fatigué, on n'a pas envie, on n'a pas d'énergie, et c'est totalement normal car en fait dans notre corps, tout s'est déréglé et du coup tous les rythmes normaux ne sont pas mis en route. Et du coup il va falloir 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire 4 heures des fois pour que tout se mette en route. Donc dès que vous allez vous réveiller dans ces périodes-là, il faut surtout pas manger direct. Pourquoi? Car rien n'est réveillé dans votre corps, car la digestion n'a pas repris. Dès que vous allez vous réveiller, vous allez commencer des fois peut-être à avoir mal au ventre, à avoir des petites douleurs, des petites fermentations, des petites inflammations, simplement car votre corps va se réveiller mais mal. Du coup, si vous mangez directement quand vous vous réveillez alors que vous êtes réveillé très tard, tout votre rythme ne sera pas mis en route, toute votre digestion ne sera pas encore enclenchée, tous les processus normaux et biologiques ne seront pas mis en route et du coup ça va créer des vrais dérèglements. Alors sur un jour ou deux c'est pas grave, mais quand on fait ça sur des mois voire des années, ça peut vraiment dérégler énormément de choses. Et très souvent, on oublie que les maux qu'on a, que les symptômes qu'on a, vous savez que toutes les manifestations symptomatiques qu'on a tous les jours sont juste en rapport avec trop de sommeil. Très souvent c'est en rapport avec ça. Et maintenant, on va parler quand on a peu de sommeil, quand on dort peu. Et là, il se passe quelque chose d'hallucinant quand on dort peu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment constaté ça. C'est que quand je dors vraiment très très peu, ce qui se passe, c'est tout simplement que je vais être beaucoup plus en forme que quand j'ai trop dormi. Alors pour quelle raison? Je vais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle la loi de l'hormèse, et ça je l'avais déjà expliqué. C'est en fait, on a une capacité adaptative. Ça veut dire que, donc on a une zone de notre capacité adaptative, c'est là où on peut s'adapter. Juste après, on a la zone justement de l'hormèse, de l'évolution. Et cette zone est juste avant la zone dépassement de la capacité adaptative. Et dans cette zone-là qui est très courte, quand vous atteignez cette zone, quand vous touchez cette zone, alors vous allez vous améliorer. Vous allez évoluer en fait. Donc par exemple, l'exemple des douches froides. Si vous prenez une douche chaude, il va rien se passer, vous êtes dans vos capacités adaptatives. Si vous commencez à tourner l'eau et aller dans le froid, là vous allez rentrer dans la zone d'inconfort, mais c'est pas la zone de mal, c'est vraiment la zone où vous allez vous renforcer, la fameuse zone de l'hormèse. Et donc du coup ici vous allez vous renforcer. Et si vous allez trop loin, si vous mettez trop froid, que vous commencez justement à être frileux, donc vous passez de, parce que quand en fait on fait une douche froide, on a 3 phases, la phase où on a froid, la phase où on a chaud, et la troisième phase c'est la phase où on a encore une fois froid. Et cette troisième phase, quand le froid revient, quand on a froid, qu'on n'arrive plus à se réchauffer, c'est là qu'on est en train de dépasser notre capacité adaptative, et dans ce cas-là il faut s'arrêter. Parce que quand on la dépasse, alors là on ne se construit plus, mais on est en train de se détruire. Donc du coup il faut toujours être entre la limite. Il faut toujours être à la limite de notre capacité adaptative. Et bien là c'est pareil pour le sommeil. C'est que quand on dort trop, on va dépasser la limite de notre capacité adaptative.
Quand on va tout simplement pas assez dormir, alors là on va faire l'inverse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir justement dans cette zone entre la limite de la fin de la capacité adaptative et entre ce qu'on peut tolérer. En fait, simplement dans la limite. On sera vraiment à la limite de notre capacité adaptative quand on va peu dormir. Et c'est pour cette raison-là qu'en fait on va s'améliorer, que notre corps va s'améliorer et que du coup on va se sentir super bien. Moi je sais que quand je passe par exemple d'une phase où j'ai dormi 12 heures, ou d'un coup je me lève le matin très tôt par exemple comme j'ai fait donc jeudi dernier, ah oui on a oublié, aujourd'hui on doit fêter quelque chose. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est la première semaine de live de l'émission. Alors je vous ai déjà annoncé ça hier, on va dire comment ça se fait, ça fait 2 semaines. Non en fait simplement hier ça fait une semaine que j'ai démarré, aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai commencé les lives en direct. Parce que ça faisait donc une semaine que j'avais démarré les lives, mais jeudi dernier je n'avais pas pu le faire directement en live, il était uniquement en replay. Et donc là maintenant ça fait une semaine, donc depuis vendredi dernier que j'ai commencé donc les lives chaque jour en direct sur Twitch. Donc voilà, aujourd'hui on fête ce petit anniversaire où ça fait tout simplement une semaine qu'on a commencé. Bref, c'était juste pour dire parce que j'y ai pensé là d'un coup. Donc du coup parce que justement je vous parlais de sommeil et tout, et voilà justement quand j'ai commencé ça jeudi, j'étais passé simplement de me réveiller à midi, de faire un minuit-midi, à d'un coup le matin, à me réveiller, à me coucher le soir à 1h et à me réveiller à 4h du matin. Et ben là je me suis senti hyper bien. Justement parce que j'étais là en train de m'améliorer, j'étais dans la zone d'amélioration. Le problème encore une fois c'est que si vous abusez trop de cette zone là, si vous faites toujours ça, ben vous allez vous épuiser. Donc c'est pour ça que c'est toujours une alternance à avoir, c'est toujours un équilibre à faire soi-même. Et là quand vous allez faire ça, forcément vous allez avoir un bon sommeil, que vous allez vous sentir bien. Donc si vous êtes entre cette zone là, entre peu dormir et dormir assez, ben là vous êtes juste parfait. Parce que quand vous dormez peu, comme je vous ai dit, c'est beaucoup mieux quand vous dormez trop. Vaut mieux peu dormir que trop en fait. Très souvent, c'est beaucoup mieux de peu dormir que de trop dormir. Du coup, maintenant, comment faire pour dormir exactement ce qu'il nous faut? Donc pour dormir le temps qu'il nous faut, c'est simple, il faut tout simplement évaluer. Quand vous dormez pas assez, regardez les symptômes que vous avez. Si vous voyez que vous avez par exemple commencé à avoir des pertes de mémoire, commencé à avoir mal à la tête, etc., posez-vous la question s'il ne faut pas que vous dormez 1 heure de plus. Là, l'après-midi, par exemple, dormez 1 heure de plus, regardez ce qui se passe. Si vous sentez en pleine forme, c'est bon, regardez le nombre d'heures que vous avez dormi. Et la prochaine fois, vous dormez tout ce nombre d'heures d'affilée où vous faites un coup le soir, un coup l'après-midi. Et puis également, quand vous avez trop dormi, regardez quelle est la limite quand vous dormez trop. Si c'est 10 heures, baissez d'1 heure et regardez. Et là, en fait, vous allez tout simplement par vous-même essayer de modifier les réglages, essayer de modifier tout ça et regardez finalement combien il vous faut d'heures de sommeil. Moi, j'ai regardé ça entre trop dormir, je sais combien c'est maintenant. Je sais que quand je dors à peu près plus de 9 heures, ça y est, j'ai trop dormi. Et quand je dors moins de 4 heures, alors là, j'ai pas assez dormi. Donc ma moyenne est à peu près entre 6 à 8 heures, ça peut varier. Parce que par exemple, hier, je me suis couché avant-hier, je me suis couché à 23 heures et je me suis réveillé donc à 4 heures. Ça faisait 5 heures de sommeil. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement redormi 4 heures et là j'ai vu que c'était tout simplement trop. Donc après j'ai dormi de 8 heures à midi. Alors que par contre avant-hier, quand je m'étais couché à 23 heures, non, je m'étais couché à quelle heure? Ouais, je crois que c'était ça, 23h ou minuit en tout cas, vers là, et que je m'étais réveillé à 4h du matin, que j'avais pas dormi toute la journée, mais je me sentais super bien, mais je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je commençais à avoir une très grosse fatigue, et c'est à ce moment que je me suis dit, ben là par exemple, j'ai pas dormi assez. Et donc du coup, la moyenne est entre les deux, et dès que vous faites ça, vous allez être en parfaite forme, en parfaite santé, et justement aussi, vous allez éliminer plein de symptômes que vous pouvez avoir, comme par exemple des maux de tête, une mauvaise digestion, et plein d'autres petits symptômes qu'on a comme ça, et qu'on peut juste venir régler avec ça. On peut juste régler en changeant notre sommeil. Très souvent on pense qu'il faut toujours changer l'alimentation, l'exercice physique, etc. Alors qu'en fait non, vous avez juste besoin de dormir un peu plus ou de dormir un peu moins. Il faut juste tout simplement que vous soyez dans ce qu'il vous faut au niveau du sommeil, que vous soyez dans l'équilibre au niveau du sommeil. Et donc voilà pour cette petite rubrique, pour ces 10 minutes de douceur, encore une fois qui sont durées plus de 10 minutes. Et maintenant on passe tout de suite à la journée mondiale et internationale. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 12, quelles sont les journées internationales et quelles sont les journées mondiales? Alors aujourd'hui, il y en a principalement deux. Donc on a une journée mondiale et une journée internationale. J'avais déjà expliqué la différence entre les deux, je vous le rappelle. Mondial, c'est que ça touche le monde entier, que ça touche
pratiquement tous les pays. International, c'est juste que ça touche plus d'un pays en fait. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose en France et en Belgique, alors là c'est international. Voilà, c'est ça, international et mondial. La première journée, la journée mondiale contre le travail des enfants. Alors oui, encore une fois, les journées mondiales, moi vous savez qu'elles sont là tout simplement pour vous rappeler de ce qui se passe dans le monde, pour se rappeler un petit peu des événements qu'il y a et de tout ce qui existe, parce que c'est toujours important d'avoir une pensée pour tout ce qui existe, et les journées mondiales sont vraiment là pour ça, exactement comme les fêtes par exemple, comme aujourd'hui pour la Saint-Guy, pour les fêtes comme ça, ou tout simplement pour les fêtes, on va dire catégorisées, par exemple les fêtes des mères, les fêtes des pères, les fêtes des grands-mères, etc., ou pour les anniversaires, c'est exactement la même chose. C'est tout simplement à chaque fois pour nous rappeler comme ces personnes sont importantes pour nous, et bien là c'est pareil pour ces journées mondiales. Donc la première journée mondiale contre le travail des enfants. Donc c'est parti, on va se lire le petit texte. Encore une fois, vous pouvez le lire comme tous les matins avec moi, je vous le mets dans le chat et également dans la description pour les personnes qui sont en replay sur YouTube. Donc c'est parti, on va lire le petit texte. En ratifiant, alors on va commencer, c'est parti. En ratifiant la convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail, les pays signataires se sont-engagés, ça veut dire quelque chose? Ah oui, se sont engagés à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. Cette convention a été la plus rapidement ratifiée de l'histoire de l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, depuis sa création en 1919. Parallèlement, la convention numéro 138 de l'OIT a également été ratifiée par un nombre croissant de pays. Son objectif et long terme est d'obtenir l'abolition effective du travail des enfants. Au niveau des signatures, la mobilisation contre le travail des enfants ne cesse donc d'augmenter. Mais il y a encore de la coupe aux lèvres et le travail des enfants reste une réalité quotidienne dans de nombreux pays. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus de pays qui abolissent donc cette loi du travail, de travailler pour les enfants. Mais il y en a encore qui sont dedans. Mais vraiment, la bonne nouvelle qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de moins en moins de pays. De toute façon, on le sait, maintenant de plus en plus des pays civilisés, des pays riches, des pays occidentaux. Et ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, il y a moins de souffrance. Et du coup, là, pour les enfants, les enfants ne travaillent plus. Et il y a énormément de pays maintenant où les enfants ne travaillent plus, alors qu'avant, la majorité des pays, les enfants travaillaient. Donc on estimait en effet en 2002 que le travail des enfants concernait 246 millions d'enfants entre 5 et 17 ans, soit un enfant sur 6 à l'échelle de la planète. Donc vous voyez, les chiffres sont vraiment fous, et ça c'était en 2002. Et depuis, qu'est-ce qui a changé ? Depuis, selon un rapport de l'OIT, donc encore une fois l'Organisation internationale du travail, 73% de ces jeunes, environ 179 millions, soit un enfant sur 8, sont soumis aux pires formes de travail qui mettent en péril leur bien-être moral, mental ou physique, et 8,4 millions sont assujettis à des activités intrinsèquement condamnables: esclavage, servitude pour dette, enrôlement dans les forces armées, prostitution, pornographie. Donc des choses très très graves. Donc le cri d'alarme de l'Organisation internationale du travail, les chiffres montrent que l'esclavage n'a pas disparu. Alors l'esclavage n'a pas disparu, il est tout simplement réduit, mais il y en a encore dans certains pays. Pourquoi ? Puisque quelques 5,7 millions de jeunes sont asservis ou sont forcés de travailler. Ces enfants ont souvent beaucoup de problèmes pour obtenir de l'aide, non seulement parce qu'ils sont jeunes, mais aussi parce qu'ils ne possèdent aucun certificat de naissance ou papier officiel et qui sont donc invisibles aux yeux des autorités. Et oui, les autorités ne savent même pas qu'ils existent. Alors du coup, c'est pour ça que c'est vraiment dur à détecter qu'ils sont esclaves de certaines personnes. Et pourtant, il y en a encore 5 millions à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, au 21e siècle. Il y a encore 5 millions de personnes, et c'est même pas de personnes, c'est d'enfants qui sont esclaves. Ça, c'est vraiment fou comme chiffre. 5,7 millions, il faut vraiment se rendre compte de ce chiffre. Après, là, comme beaucoup de choses, mais vraiment celui-là en particulier, normalement je dis pas ça, mais celui-là, ce sujet en particulier, je pense pas qu'on peut faire grand-chose, à part, on va dire encore une fois, consommer mieux. C'est-à-dire que si vous consommez local, déjà vous êtes sûr et certain que vous ne faites pas travailler les enfants. Ça, vous en êtes certain. Tout simplement parce que si vous consommez local, vous consommez forcément en France ou en Belgique ou dans des pays francophones. Et presque tous les pays francophones, je veux dire la plupart en fait c'est tous les pays francophones, eux n'ont plus ça. On abolit l'esclavage des enfants. Donc du coup, vous êtes sûr que tout ce que vous allez consommer, tout ce que vous allez utiliser ne vient pas de l'exploitation des enfants. Donc oui, encore une fois, on a la même prise un petit peu sur tout. Même là, je pensais qu'on n'avait pas la même prise. Bon, on l'a pas complètement. Mais déjà, si on fait ça, on peut avoir une petite incidence. Mais on va continuer.
Les formes les plus dangereuses de travail des enfants dépassent largement nos estimations précédentes. Ça alarme l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, encore une fois. 7 enfants sur 10 travaillent dans des exploitations agricoles. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. Donc vous voyez, si vous consommez mieux, encore une fois, vous ne exploiterez pas les enfants. Souvent pour une production locale destinée à leur propre famille, mais environ 10 millions d'enfants en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud travaillent pour une activité d'exportation, c'est-à-dire infime, pour des entreprises occidentales. Les secteurs les plus exposés à ce genre de pratiques sont le textile, la fabrication des tapis, la récolte de tabac ou de cacao à destination des grands groupes internationaux. Donc en premier, on a le textile. Donc c'est pour ça également que si vous achetez des vêtements en coton bio produits en France ou en Europe, vous évitez déjà tous ces problèmes. Donc ça c'est le premier, c'est le textile. Le deuxième, c'est la fabrication des tapis. Voilà, la plupart du temps, fabrication de tapis, ça ne nous touche pas vraiment à nous, mais on consomme quand même, on achète quand même des tapis. Donc c'est quand même important de le savoir. La récolte de tabac ou de cacao. Bon là au niveau du chocolat, on a une vraie responsabilité et on peut acheter, il y a certaines marques bio, il y a certains labels qui permettent vraiment d'avoir une traçabilité au niveau du cacao, d'où il vient et des conditions de travail. Et pour ce qui est du tabac, soit une réduction ou soit une consommation plus intelligente du tabac, parce que oui, je peux vous dire ça, même si moi je consomme pas de tabac, mais j'ai quand même quelque chose à savoir, c'est que vous pouvez acheter des feuilles de tabac. Alors je sais pas, normalement ça devrait être légal si on fume du tabac, mais j'ai déjà vu que on pouvait cultiver des feuilles de tabac chez soi, ou on pouvait tout simplement acheter des feuilles de tabac séchées et les rouler. Donc je sais pas du tout si c'est légal ou pas, donc renseignez-vous par vous-même. Je conseille pas forcément de faire ça, mais juste si vous voulez consommer mieux du tabac et que vous voulez quand même en consommer, vous pouvez le faire mieux. C'est comme tout, on peut toujours tout faire mieux. Et voilà, et donc la plupart des activités sont celles-ci. Et donc pour finir, le travail des enfants concerne également les pays développés. Ah donc voilà, moi je pensais qu'il ne concernait pas les pays développés, ben si, car 2,5 millions d'enfants y travaillent. Ce phénomène touche surtout l'agriculture aux États-Unis. C'est-à-dire que même aux États-Unis, il y a encore des enfants qui travaillent pour ça. Et encore une fois, la plupart du temps, ce sont des exploitations conventionnelles. C'est pour ça que si vous consommez bio et local, la plupart du temps, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Et donc les services à la personne en Grande-Bretagne et le textile et le bâtiment en Europe du Sud. C'est-à-dire que même en Europe, on a encore ça. Donc en Grande-Bretagne, on a des personnes, des enfants qui travaillent pour le textile et en Europe du Sud, dans les bâtiments. Alors ça, par contre, le textile, les vêtements et tout, déjà c'est quelque chose de dur pour les enfants de faire ça. Alors quand on parle de bâtiments, là c'est vraiment de la pure exploitation et du pur esclavage. Donc voilà, ça c'est pour la journée internationale, la toute première, alors la journée mondiale, pardon, la toute première d'aujourd'hui. Alors là, c'était pas très joyeux, c'était pas très bonheur, mais en tout cas, encore une fois, ce qui est bien, qu'on peut se dire qu'on peut agir sur ça. Et ce qu'il faut voir, c'est vraiment les chiffres qui descendent de jour en jour et d'année en année. Et bientôt, on arrivera bien sûr à l'abolition complète. Moi, je pense qu'on arrivera à l'abolition complète quand on arrivera à faire descendre l'industrialisation et qu'on consommera plus local et mieux. Et maintenant, pour la deuxième journée internationale, encore une fois, pas très glorieuse, mais bon, il faut le dire quand il y a des journées internationales, donc on va les dire. Donc là, c'est bien une journée internationale de la NASH. Alors qu'est-ce que la NASH? La NASH, c'est une maladie qu'on appelle donc NASH pour... alors attendez, je retrouve le terme. NASH, je retrouve pas exactement le terme, mais en gros, c'est ce qu'on appelle la cirrhose du foie non alcoolique. Voilà, c'est ça en fait. Ah oui, c'est la stéatohépatique non alcoolique qu'on appelle justement NASH. C'est quoi? C'est une maladie dégénérative du foie qui touche en fait le foie et qui fait ce qu'on appelle une maladie du foie gras, exactement comme quand vous mangez justement un canard qui a cette maladie là. Quand vous mangez du foie gras à Noël, c'est exactement ça. Après, c'est pas pour les mêmes raisons, parce que eux sont pas en hibernation, comment on dit ça, ils sont en pèlerinage, c'est-à-dire qu'ils partent dans d'autres pays, etc. Et du coup, ils vont naturellement, leur foie va se transformer pour pouvoir en fait garder des réserves pour tout le temps qu'il leur reste en fait. Donc c'est tout simplement des réserves, c'est pour ça que eux ils ont le foie gras. C'est pas la même chose que nous. Nous quand on a ça, c'est une maladie, donc eux c'est pas la même chose. Et donc nous aussi on est touchés par ça. Et la plupart d'entre nous qui sont touchés par ça, ce n'est pas des personnes qui boivent de l'alcool. C'est pour ça qu'on appelle ça la stéatohépatique non alcoolique. Parce que la plupart du temps, la cirrhose du foie est alcoolique. Et pour quelle raison? On va le voir d'abord, on lit le texte comme d'habitude. Je vous mets le lien, donc c'est parti. On démarre, le lien dans la description pour YouTube et le lien dans le chat pour Twitch. Alors, la journée internationale de la NASH, on peut aussi l'appeler par son nom anglais International NASH Day. Cela vous parle un peu plus, pas évident, une explication s'impose. Nos foies souffrent en silence. La stéatose
hépatique non alcoolique ou NASH est une maladie dégénératrice du foie qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Résultat d'un trouble métabolique, la NASH est la conséquence directe des modes de vie modernes. Régime alimentaire mal équilibré, en général trop riche en sucre et en graisse, associé au manque d'exercice physique. Et ça, on en parle juste après la vraie cause et comment s'en sortir de cette maladie. Mais ça, on en parle juste après. Cette maladie est d'autant plus inquiétante qu'elle est silencieuse. Comprenez que les patients ne présentent généralement aucun symptôme avant d'atteindre les stades avancés de la maladie, qui sont souvent des complications potentiellement mortelles telles que la cirrhose ou le cancer du foie. La NASH est bien plus qu'une simple maladie du foie. Les personnes atteintes par la NASH présentent également un risque plus important d'événements cardiovasculaires qui sont même la première cause de mortalité chez les patients NASH. Il est intéressant que l'alerte soit donnée par une association qui lutte pour l'éducation de la population. Alors pour la 3e journée internationale de la NASH organisée, rappelons le 12 juin 2020, mobilisons-nous, réfléchissons sur nos habitudes et faisons-les évoluer. Donc ça fait seulement 3 ans que ça existe, donc ça veut dire que ça a commencé donc en 2017 et c'est bien que ça existe pour la prévention. Et voilà, là pour la prévention, c'est très bien. Mais moi je pense qu'on devrait faire une prévention globale et pas uniquement une prévention pour cette maladie, une prévention pour notre mode de vie en général, pour toutes les maladies. Parce que la plupart, voire toutes les maladies sont toujours en rapport avec notre mode de vie. Toujours. Donc là encore une fois, comme on sait, la maladie de la NASH, la maladie du foie gras, est une maladie qui touche les personnes, donc on appelle un trouble métabolique. Un trouble métabolique, ça n'a rien à voir avec la génétique, c'est vraiment en rapport avec notre mode de vie occidental, avec ce qu'on mange, avec combien on dort, justement en rapport avec ça, avec notre activité physique, avec nos relations, avec toutes ces choses-là. C'est notre mode de vie en général. Mais la plupart du temps, ce qu'on a remarqué, c'est que tout simplement, comment se développer cette maladie, c'était en rapport avec les sucres. Comment ça se fait que vous avez cette maladie alors que vous n'avez pas bu de l'alcool? La plupart du temps, les cirrhoses du foie sont en rapport avec l'alcool. Parce qu'en fait, si vous ne buvez pas de l'alcool extérieurement, votre corps en produit. Et il en produit quand? Il en produit quand vous mangez trop de sucre. En fait, quand vous mangez trop de sucre et que vous avez un microbiote, donc le microbiote, c'est tous les bactéries qui sont dans notre intestin. Quand vous avez un microbiote qui est appauvri, parce que en fait le microbiote normalement doit avoir des milliers et encore plus des millions de bactéries différentes. Et ces bactéries qui nous permettent de digérer, parce que si on n'aurait pas ces bactéries, on ne pourrait en aucun cas digérer. C'est pour ça que la plupart des personnes qui ont une flore intestinale qui est pauvre, n'arrivent pas à digérer ou arrivent très mal à digérer. Et du coup, quand vous avez peu de diversité de ces bactéries-là, ce qui se passe, c'est que tout simplement, quand vous allez consommer des sucres, votre intestin va transformer ces sucres, il va les faire fermenter en alcool. Exactement comme quand nous, on fait de l'alcool, comme on fait fermenter des sucres. Mais votre corps va faire la même chose quand vous avez une pauvreté trop importante de bactéries dans vos intestins, de diversité de bactéries dans vos intestins. Et du coup, encore une fois, comme on voit, il faut tout simplement réguler son microbiote. Et on sait qu'il y a particulièrement une bactérie qui est justement à l'origine de la maladie de NASH et qui est à l'origine de la transformation du sucre en alcool. Et vous pouvez des fois monter à des taux d'alcoolémie juste hallucinants, jusqu'à 0,4 alors que vous n'avez pas bu, pardon. C'est-à-dire que si vous faites le test, vous allez voir que vous avez justement que vous êtes alcoolique, que vous avez un taux d'alcoolémie important, alors que pourtant vous n'avez rien bu, vous n'avez pas bu d'alcool. Et ça, c'est en rapport avec une consommation de sucre. Très souvent, on pense que c'est le gras. Alors oui, le gras peut avoir sa part, mais le gras, il a très peu finalement. Par rapport à tout ce que le sucre va avoir, le gras n'a rien. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que tout le sucre qu'on va consommer, notre corps ne va pas pouvoir le stocker. On ne peut pas stocker du sucre. Pour stocker du sucre, comment on fait? On le transforme en graisse. Le sucre, notre corps va en faire deux choses. Soit vous l'utilisez directement en faisant de l'exercice sportif. Et là, dans ce cas-là, vous allez l'utiliser. Mais la plupart du temps, si vous consommez trop de sucre, vous n'allez pas dans tous les cas tout le consommer. Donc là, ok, parce que ça sert à nos muscles. Par contre, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, si vous mangez du sucre en étant sur votre canapé ou en étant sur votre ordinateur, et je fais exactement la même chose, vous allez le transformer en graisse directement. Et du coup, vous allez grossir ou simplement vous allez le transformer en graisse et cette graisse va tout simplement se loger dans le foie. Et c'est de là que ça peut créer cette maladie également. Mais la plupart du temps, donc c'est premièrement ça, trop de consommation de graisse qui va se transformer, de sucre qui va se transformer en graisse dans le foie.
ou tout simplement le fait que vous consommez des sucres et que vous avez une diversité trop pauvre au niveau de vos intestins, ce qui fait que votre microbiote est appauvri, que vous n'avez pas les bactéries qu'il faut, vous avez plus de bactéries pathogènes que justement les bonnes bactéries qu'il vous faut, et donc dans ce cas-là, vous allez transformer vos sucres. Et ça, on sait que c'est en rapport avec une fermentation. Et cette fermentation, des fois, peut aussi jouer par rapport à comment vous mangez vos aliments, dans quel ordre vous mangez vos aliments. Je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'au niveau de la digestion, on a des temps de digestion qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport aux aliments que l'on va manger, ils vont se digérer d'une manière différente et un temps différent. C'est-à-dire que certains aliments se digèrent uniquement dans les intestins alors que d'autres se digèrent uniquement dans l'estomac. On va prendre ça très simple. Quand vous mangez par exemple des sucres, les sucres ne se digèrent jamais dans les intestins, dans l'estomac, jamais. C'est-à-dire que dès que vous allez manger un fruit, le fruit, ce qu'il va faire, c'est que directement, il va quitter l'estomac pour aller dans les intestins. Et il va être directement digéré dans le duodénum, qui est la première partie des intestins. Et de là, va être produit par le pancréas, donc une hormone, enfin c'est pas une hormone exactement, mais en gros c'est un messager chimique qui va venir donc digérer. C'est ce qu'on appelle simplement, alors je sais plus si c'est hormone, non c'est une enzyme, voilà c'est une enzyme. Et ce qu'on appelle l'enzyme pancréatique qui va être générée pour simplement venir digérer le sucre. Pour ce qui est du gras, c'est exactement la même chose. Il va se digérer directement dans les intestins. Et donc là, c'est encore une fois avec le duodénum. Et cette fois-ci, c'est quoi qui va être produit? C'est tout simplement une enzyme qu'on appelle la bile. Et ça, vous devez connaître la bile. Justement, on en parle et c'est dans le foie et c'est produit justement pour venir digérer le gras. Et j'ai oublié, le sucre se digère aussi dans la bouche grâce aux enzymes salivaires. Et pour ce qui est des protéines, alors là ça se digère uniquement dans l'estomac. Et en fait justement la poche de l'estomac va se fermer, va envoyer un bain d'acide qui va venir digérer les protéines. Et du coup qu'est-ce qui se passe quand on va venir manger des sucres qui se digèrent uniquement dans les intestins, mais qu'avant on va manger quelque chose de trop lourd, quelque chose qui est trop dur à digérer, comme par exemple des graisses ou des protéines. Et puisque la plupart du temps les graisses sont avec les protéines, c'est pour ça que ça va avoir du mal. Donc du coup, si jamais vous consommez des sucres, vous avez vos graisses ou protéines qui sont dans l'estomac, qui sont en train de se digérer tranquillement, vous envoyez avec ça un petit peu de sucre, et là vous envoyez un fruit par exemple, et là le fruit va stagner. Pourquoi? Il va attendre dans l'estomac, alors normalement il ne devrait pas se trouver là. Et du coup, avec toute l'acidité qu'il va y avoir dans l'estomac, le fruit il va attendre pendant 1 heure à 2 heures avant que l'estomac se vide pour sortir de l'estomac pour aller dans les intestins. Et quand il va être dans cet estomac, qu'est-ce qu'il va faire avec toute l'acidité? Il va fermenter. Et c'est de là qu'il va se transformer en alcool. Donc si vous avez une digestion qui est faible, à chaque fois que vous allez consommer des fruits après des graisses ou après des protéines, et la plupart du temps c'est vraiment après des protéines, ce qui va se passer c'est simplement qu'il va avoir une fermentation alcoolique. Et si vous voulez éviter cette fermentation parce que vous digérez mal, dans ce cas-là, mangez les fruits avant le repas. Soit vous les mangez avant le repas, soit vous en mangez pas du tout, vous en mangez très peu, ou soit vous en mangez aussi entre midi et 2 comme on dit. Donc voilà, mais le mieux c'est de ne jamais les consommer après le repas. Alors si vous mangez des sucres lents, c'est différent, mais ça fait quand même partie de ça. Donc voilà, juste rappelez-vous quelque chose, que les sucres ne se digèrent pas en même temps que les graisses et les protéines. Les sucres, vaut mieux les manger avant. Et après, vous pouvez rajouter la suite. Voilà, c'est ça qui est important. Et du coup, ça va éviter que vous fermentez, que vous faites de la fermentation alcoolique. Mais tout ça, dans tous les cas, vient toujours d'une faiblesse globale du terrain qu'il faut venir renforcer. Mais la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est qu'on a découvert qu'il y avait une bactérie qui était à l'origine de ça. Donc si on arrive à contrôler la population de cette bactérie, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose ça au niveau allopathique. Mais si on parle au niveau holistique, encore une fois, il faut juste s'occuper de son corps en entier pour changer les choses, pour changer son mode de vie et pour changer son métabolisme. Donc voilà un petit peu pour cette nage. Donc encore une fois, c'était pas très glorieux, mais au moins je vous apportais des bonnes réponses à cette maladie et des bonnes réponses à ça, tout simplement en vous disant que c'était guérissable et comment faire pour prévenir cette maladie. Donc voilà, maintenant on va passer un petit peu à la suite. On en a fini pour cette journée mondiale et internationale. Normalement, encore une fois, on aurait dû finir à 5h30, 1000 et 5h40, mais c'est aucun souci. Du moment qu'on prend du plaisir, c'est juste ça qui compte. Donc maintenant, on va poursuivre avec notre petite pause musicale et juste après, on se retrouve avec la rubrique de Océane qui va nous parler de sa passion pour la correspondance écrite. Allez, on se retrouve juste après ça. Looking
safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Et c'est parti, on recommence, on est en live. C'est parti, je reprends l'émission. Donc il est actuellement 5h42 et donc là c'est parti, on passe pour la rubrique. Donc aujourd'hui la rubrique c'est Océane qui nous la propose où elle va nous parler tout simplement de sa passion pour la correspondance écrite. Et vous allez découvrir du coup ce qu'est la correspondance écrite parce que j'avoue que même moi je ne savais pas ce que c'était. Et du coup c'est ça qui est bien avec les rubriques que vous pouvez nous proposer. C'est tout simplement que vous pouvez nous parler de sujets que l'on ne connaît pas. C'est vraiment ça qui est sympa. Alors comment faire pour proposer ça? C'est très très simple. Vous venez me voir sur mon Instagram qui est StevenSAZ et vous me dites que vous voulez faire une petite rubrique et nous on s'arrange pour pouvoir le faire tous ensemble. Donc en fait moi tout simplement je vous prendrai en direct, soit je vous prends en direct et vous faites la rubrique en direct, ou sinon vous l'enregistrez à l'avance et vous me l'envoyez sur la thématique que vous souhaitez. Donc tout de suite on part avec Océane et on va à la découverte de sa passion qui est la correspondance écrite. Salut Steven, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité dans le Morning Bonheur de ce matin. Je m'appelle Océane, j'ai 24 ans. Je vis en Haute-Savoie à côté de la frontière suisse, proche de Genève. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une de mes passions qui est la correspondance écrite. Donc je vais tenter de vous expliquer un peu ce que c'est, comment je l'ai découvert et pourquoi ça me passionne. Donc la correspondance écrite, ça correspond à avoir des correspondants avec qui on échange de manière régulière par écrit. Donc ça peut prendre différentes formes. Je sais qu'il y en a qui échangent des articles de papeterie, il y en a qui s'échangent des cartes postales. Pour ma part, ça prend la forme de lettres postales, donc que j'envoie à différents correspondants dans le monde. Comment ça m'est venu cette passion? Quand j'étais petite, j'avais des correspondants à l'école en primaire, je crois dans les classes début de primaire, CP. On échangeait avec d'autres écoles, donc on envoyait des courriers à des correspondants d'une école en France et on recevait des lettres en retour. Au collège-lycée, j'aimais beaucoup écrire, j'écrivais différentes choses dans des carnets. Et ça vient aussi d'une passion du courrier. Quand je partais en vacances, j'envoyais tout le temps des cartes postales à ma famille, mes amis. Et après, j'ai pris l'habitude de m'envoyer des cartes postales à moi-même chaque fois que je partais en voyage pour me servir de souvenir un peu. Et puis, ça vient aussi d'une passion pour la papeterie parce que depuis longtemps, j'aime tous les articles, les papiers de couleur, les différents dessins, les feutres, tout ce qui se rapporte au monde de la papeterie. Et j'achetais beaucoup de ces articles sans savoir quoi en faire. Et je cherchais dans mon entourage des gens qui partageaient la même passion et j'en ai pas trouvé. Donc finalement, j'ai cherché sur Internet comment trouver des correspondants. Donc il y a plusieurs sites qui existent, mais qui sont pas forcément régulièrement mis à jour, ou du coup les gens répondent plus quand on les contacte. Et finalement, j'ai découvert que sur Instagram, il y avait beaucoup de gens qui partageaient cette passion. On peut les trouver avec les hashtags penpal ou snailmail. Et du coup, je me suis intéressée à ça, j'ai trouvé des premiers correspondants et j'ai commencé à envoyer des lettres. Et du coup, en fait, ce qui me passionne là-dedans, c'est la passion déjà de la papeterie, de pouvoir utiliser différents papiers, des scotch de couleur, des tampons, des feutres, apprendre aussi l'art de la calligraphie.
Et je trouve ça sympa aussi de recevoir une lettre dans sa boîte aux lettres. D'habitude, on reçoit maintenant plutôt dans nos boîtes aux lettres des mauvaises nouvelles, des factures, de la paperasserie qu'on n'a pas tellement envie de regarder. Et du coup, ça change, ça fait plaisir quand on reçoit une lettre d'un correspondant. Et ça me permet aussi de découvrir plein de gens, des cultures. Actuellement, j'ai une correspondante en Australie, aux Philippines, une au Portugal, en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre, Turquie, Costa Rica. Donc ça me permet vraiment de découvrir des gens d'âges différents. Il y en a qui ont moins de 18 ans. Je corresponds avec une personne qui a 70 ans, je crois, qui habite en Australie. Donc ça me permet de découvrir des gens complètement différents qui vivent dans des cultures différentes et qui me partagent un peu leur quotidien, les traditions de leur pays, etc. Donc ça permet de s'ouvrir l'esprit aussi. Et puis ce qui me passionnait aussi là-dedans, c'est de se dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, les réseaux sociaux et tout, c'est vrai qu'on a des facilités de communication par rapport à avant, mais on prend moins le temps d'écrire, de choisir ses mots, tout est très rapide. Et du coup, c'est aussi une autre forme de correspondance, de prendre le temps d'écrire sur papier, de choisir ce qu'on va écrire, d'y réfléchir, de prendre le temps de lire une lettre quand on la reçoit, d'avoir cette attente de la réponse. Donc c'est toutes ces choses qui font que la correspondance écrite est ma passion. Et j'espère que j'aurai pu vous transmettre ça et que, pourquoi pas, vous pourrez vous y intéresser aussi. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup Océane pour cette rubrique qu'elle nous a proposée hier et que je voulais vous rediffuser pour toutes les personnes qui n'étaient pas présentes hier et qui veulent l'écouter tout simplement. Et c'est tellement intéressant. Moi je vous dis que vraiment avant ça je ne savais pas du tout ce que c'était, et quand Océane me proposait ça j'ai dit mais direct, il faut direct en parler parce que c'est vraiment quelque chose que peu de personnes connaissent et c'est vraiment super intéressant. Et d'ailleurs je vous laisse son Instagram qui s'appelle @pen2share où elle partage toutes ces lettres qu'elle envoie donc pour la correspondance écrite comme elle nous expliquait. Elle fait ça sur base de lettres, et ce qui est bien c'est que vraiment en plus moi je trouve qu'on peut mêler la créativité avec la découverte, parce qu'on est créatif en plus on peut découvrir des personnes, donc je trouve ça génial. Et moi qui adore la créativité, c'est totalement en rapport avec ça. Donc voilà, tout de suite on se passe la deuxième rubrique. Alors il y a changement de programme, dans les dernières minutes il y a eu un petit changement de programme. Normalement il devait avoir la rubrique donc de ma petite sœur de Mélina sur Harry Potter, mais malheureusement elle n'a pas réussi à se réveiller parce qu'elle s'est couchée trop tard hier, donc ce n'est pas grave. On va se passer la deuxième rubrique quand même, qui est la rubrique de Samy qui nous a proposé lundi cette nouvelle rubrique. Et normalement demain on a une rubrique inédite de Samy, encore une fois sur la pop culture ou sur autre chose, on va voir. Mais normalement il va nous présenter une de ses passions, on verra bien, vous verrez ça demain. Mais aujourd'hui en tout cas c'est la rubrique de Samy sur la pop culture et sur le cinéma, où il va nous présenter 11 anecdotes surprenantes que vous ne savez pas à propos de séries ou de films ou de dessins animés, ou en tout cas sur la pop culture et le cinéma. C'est parti, on l'écoute. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce morning bonheur d'aujourd'hui. Moi c'est Samy, donc alias Scoffy. Et donc il y a Steven qui m'a demandé de faire une rubrique de quelques anecdotes que je pouvais faire sur la pop culture, étant donné que c'est mon domaine. Je vais donc présenter dans cette courte rubrique quelques anecdotes que j'ai préparées sur bien évidemment la pop culture. J'espère que je vais peut-être vous apprendre quelques anecdotes que vous ne connaissez pas auparavant. Et on commence sans plus tarder avec la première anecdote. Le saviez-vous ? Dans One Punch Man, Saitama est doublé par Orelsan en version française. Deuxième anecdote. Le saviez-vous ? Dans Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, la princesse Leia, qui est donc l'actrice Carrie Fisher, est décédée le 27 décembre 2016. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu finir leur film. Le cinéaste et ses équipes sont donc allés chercher des séquences tournées mais non exploitées de l'actrice, remontant à l'époque du 7ème épisode, le réveil de la force. Troisième anecdote. Le saviez-vous ? La saga Pokémon est considérée comme un animé. La seule différence avec les autres, c'est que celui-ci provient d'un jeu vidéo et non d'un manga. Quatrième anecdote. Le saviez-vous ? La saga Rick et Morty est inspirée de Retour vers le futur. Cinquième anecdote. Le saviez-vous ? Dans la saga Les Simpsons, tous les personnages sont inspirés de personnes réelles. Tous sont inspirés des membres de la famille de Matt Groening. Sixième anecdote. Le saviez-vous ? Titanic est le film le plus vu en France avec 21,77 millions de spectateurs. Septième anecdote. Le saviez-vous ? Le visage d'Aladin est inspiré par Tom Cruise. En effet, les créateurs du personnage cherchaient un acteur populaire et séducteur qui dégage une image très positive auprès du public. Ce à quoi Tom Cruise a été choisi. Huitième anecdote. Le saviez-vous ? La série Friends a failli s'appeler autrement. Avant de choisir Friends comme titre défini, la série a failli s'appeler Friends Like Us, Insomnia Coffee ou encore Across the Hall. Mais en fin de compte, ils ne se sont pas trop cassés la tête et ont appelé ça Friends.
Neuvième anecdote. Le saviez-vous? En 1982, suite au succès du jeu Donkey Kong, la société Nintendo a été attaquée en justice par Universal pour contrefaçon de la licence Donkey Kong. Nintendo est sorti vainqueur grâce à leur avocat du nom de John Kirby. Suite à ceci, et pour remercier l'avocat, Nintendo décidèrent de donner le nom de l'avocat à un de leurs personnages Nintendo, qui est donc encore en ce moment même Kirby. Dixième anecdote. Le saviez-vous? Dans le tout premier comics de Superman, celui-ci ne savait pas voler. Il sautait d'immeuble en immeuble, mais était incapable de s'envoler. Ce qui énervait un peu les personnes responsables d'animer le dessin animé. On décidera donc de le faire voler, ce qui représenterait beaucoup moins de boulot d'animation pour eux. 11e et dernière anecdote, cette fois-ci sur le cinéma. Et oui, la pop culture représente aussi le cinéma, car il ne faut pas oublier que la pop culture est un domaine assez vaste. Vous connaissez certainement tous Charlie et la chocolaterie. L'un des passages les plus marquants du film est assurément celui où on voit les visiteurs découvrant que ce sont de véritables écureuils qui s'occupent de trier les noisettes pour confectionner les meilleures friandises possibles. Au lieu de faire appel à des effets spéciaux, ce qui aurait été plus logique, Tim Burton a préféré faire dresser 40 écureuils à casser des noisettes. Le réalisme avant tout, disait-il. Très bon film au passage, que j'ai regardé 50 fois quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai donc terminé cette rubrique. Je te remercie à toi Steven de m'avoir contacté pour faire ces anecdotes, c'était un plaisir. J'espère aussi à vous qui m'écoutez que je vous ai peut-être appris des choses dans ces anecdotes et que cette rubrique vous a satisfaite. Enfin voilà, c'était tout pour moi. Merci et à bientôt peut-être. Merci beaucoup à toi Samy pour cette rubrique et pour toutes ces anecdotes que tu nous as fournies. C'était vraiment super intéressant. Donc nous c'est parti maintenant, on va enchaîner donc avec ma rubrique à moi qui s'appelle Se réveiller moins bête. Et aujourd'hui vous allez voir qu'on va parler plein de petites choses. Donc c'est parti pour Se réveiller moins bête. Des anecdotes et des fun facts, Se réveiller moins bête. De 5h à 6h dans le morning du bonheur. Allez, aujourd'hui dans Ce réveil moins bête, on se fait une dizaine de fun facts en rafale comme ça. Donc c'est parti, je trouve ça sur un site directement qui s'appelle The Fact Site où il y a énormément de fun facts très sympas. Donc on commence tout de suite avec la première fun fact. Le saviez-vous que se cogner la tête contre un mur pendant 1 heure brûle 150 calories. Alors ça c'est vraiment drôle. Alors ce que je voulais vous dire c'est que pendant cette rubrique je vais découvrir avec vous des anecdotes où on va pouvoir en parler ensemble et en même temps moi je vais pouvoir avoir la réaction en direct. Donc celle-là je la connaissais. Donc se cogner la tête contre un mur pendant 1 heure brûle 150 calories. Bon. Après, si vous faites ça, vous allez plus rapidement vous faire mal à la tête et plus rapidement mourir que perdre du poids. Mais bon, c'est peut-être une solution. Alternativement, vous pouvez promener votre chien pendant 45 minutes, ce qui brûle 150 calories. C'est un peu mieux, je pense, que se taper la tête contre le mur. C'est un petit peu mieux. Et beaucoup moins douloureux, forcément. Allez, deuxième anecdote, en Suisse, on parle de la Suisse, il est illégal de posséder un seul cobaye. En effet, les cobayes sont des animaux sociaux. Alors quand on parle de cobaye, vous savez, on parle des genres de hamsters, c'est ça les cobayes. C'est pas un cobaye, quelqu'un que vous allez utiliser pour faire une expérience, c'est pas ça. Ce sont des animaux sociaux, ils sont considérés comme des victimes d'abus et s'ils sont seuls. Pourquoi n'est-ce pas une loi partout ? Ah ouais, bah ça c'est vraiment génial de dire qu'il est illégal de posséder un seul cobaye et qu'ils font posséder plusieurs parce que c'est des animaux sociaux, un peu comme tous les animaux, car tous les animaux vivent toujours en communauté. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vrai que cette loi devrait être appliquée partout. Troisième anecdote, la ptéronophobie et la peur d'être chatouillé par des plumes. Alors ça c'est drôle par contre. C'est aussi une peur des plumes elles-mêmes. Le mot ptéro est le mot grec pour plume et phobie également le mot grec, ce qui signifie peur. Ça je savais déjà. Bon ben je connaissais pas cette phobie, mais voilà, ça s'appelle la ptéronophobie. Si vous êtes j'arrive pas à dire ptéronophobe, n'hésitez pas à nous le dire, je pense que c'est assez rare d'en trouver. Quatrième anecdote, les serpents peuvent aider à prédire les tremblements de terre. Et oui, car ils peuvent sentir un tremblement de terre à venir à partir de 121 km. Ça veut dire à 121 km, ils peuvent sentir s'il y a un tremblement de terre qui va venir ou non. Et jusqu'à 5 jours avant qu'il se produise. 5 jours, ils peuvent le ressentir, c'est fou. Donc ça c'est vraiment complètement fou et je le savais pas, je l'apprends en direct. Cinquième anecdote, un troupeau de corbeaux est connu comme un meurtre. Certains pourraient dire qu'un groupe de 2 corbeaux est une tentative de meurtre. Pourquoi ? Vous voulez savoir comment s'appelle un groupe de hiboux ? Eh bien voici un... Ok d'accord, donc ils disent ça mais ils en disent pas plus, donc c'est dommage. C'est pour ça que de les lire en live, des fois ça peut bien prendre ou mal prendre. Allez, sixième anecdote, la plus vieille blague du monde. Alors la plus vieille blague ta maman, vous savez les blagues quand on dit ta maman est tellement truc, a été découverte sur une tablette babylonienne vieille de 3500 ans. Alors attendez, je refais parce que là j'ai tout écorché donc je vais le refaire.
La plus vieille blague ta maman a été découverte sur une tablette babylonienne vieille de 3500 ans. Alors ça c'est complètement fou car elle a été découverte en Irak en 1976 mais depuis lors la tablette a été perdue mais le texte reste préservé. Ah ben ça c'est complètement fou. 7e anecdote et du coup il nous en reste plus que 3. Jusqu'à présent 2 maladies ont été éradiquées avec succès. Alors là on parle pas vraiment de maladies mais plus de bactéries et de virus, donc la variole et la peste bovine. Le dernier cas naturel de variole a été diagnostiqué en octobre 1977, donc ça fait plus de 40 ans, plus de 43 ans que la variole a été complètement éradiquée du monde et le dernier cas de peste bovine a été diagnostiqué en 2001, donc là ça fait 19 ans qu'il n'y a plus de peste bovine, donc il y a 2 maladies qui touchaient énormément de monde qui sont aujourd'hui complètement éradiquées, donc ça c'est une super nouvelle. 8e anecdote, 29 mai et officiellement mettre un oreiller sur votre journée réfrigérateur. Ouh là là, ça je pense que c'est une très mauvaise traduction, donc on va passer tout de suite à la 8e, mais du coup une autre 8e, la chérophobie. Allez, on va parler encore une fois d'une phobie. La chérophobie est une peur irrationnelle. Ouh là là, alors ça c'est très drôle, en plus pour le morning bonheur, ça c'est juste une anecdote qui est folle et qui est juste super écolote. La chérophobie, peut-être que vous êtes aussi chérophobe, mais je pense pas, sinon vous écouterez pas cette matinale. La chérophobie est une peur irrationnelle du plaisir ou du bonheur. Alors ça c'est vraiment drôle, mais en fait c'est pas si anecdotique que ça, c'est pas si fou que ça en fait finalement d'avoir peur du bonheur, parce qu'au final on a tous peur d'être heureux. Alors vous allez dire mais comment ça, moi j'ai envie d'être heureux, je vais pas avoir peur du bonheur, mais en fait non. En fait, on a peur de ça. C'est pour ça que très souvent aussi on a peur du succès. Parce qu'on a peur simplement de changer d'habitude. Et du coup, puisque c'est l'inconnu, puisqu'on n'a jamais connu ça, on en a peur. Mais inconsciemment, on en a peur. C'est comme je l'ai dit, la peur de la réussite. Très souvent, on a peur de réussir. Ben, pour le bonheur, c'est exactement la même chose. Mais bon là c'est pas la même chose, hein. C'est juste, il y a marqué c'est une phobie que je n'aimerais pas avoir, c'est sûr. Là c'est pas la même chose, c'est-à-dire que vraiment juste d'avoir du plaisir ça vous fait peur. Je pense qu'il y a vraiment une explication psychologique et physiologique à ça. On passe donc tout de suite à la 9e anecdote. 7% des adultes américains croient que le lait au chocolat provient de vaches brunes. Et ça c'est vraiment vrai. Et sur les Américains il y a d'autres anecdotes, comme je sais plus combien de pourcents, mais en tout cas énorme, je crois que c'était 30% de la population américaine ne connaît pas sa propre capitale. C'est fou. En France, on sait tous que c'est pareil. Aux États-Unis, c'est tellement grand, il y a tellement d'États que la plupart ne savent même pas quelle est la capitale de leur propre pays. Et bien là, 7% croient que le lait au chocolat provient de vaches brunes. Mais c'est pas une blague, hein. Très souvent, on pense que c'est une vanne et tout. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment vrai. Et vous savez combien ça représente de personnes? Ça représente 16,4 millions d'adultes américains. C'est complètement dingue. Et pour la dernière anecdote, la 10e anecdote, si vous soulevez la queue d'un kangourou du sol, il ne peut pas sauter. Et oui, parce que en fait le kangourou a besoin de sa queue pour sauter. Il en a besoin, pourquoi? Tout simplement parce qu'il va permettre d'avoir l'équilibre. Parce que les kangourous utilisent leur queue pour équilibre pendant le saut. Donc si vous leur levez la queue, ils n'auront plus d'équilibre et tomberont directement. Et ça c'est vraiment fou. Et j'ai allez on va dire une 11e anecdote, on va dire cadeau, parce que c'est une anecdote qui n'était pas du tout marquée sur le site et qui n'est pas du tout préparée, mais je le voyais hier. Pas vraiment une anecdote, mais c'est juste un fait que je voulais vous exposer. C'est qu'en fait les lions, s'ils n'ont plus faim, ils ne deviennent pas du tout féroces comme on les connaît. C'est-à-dire que si un lion, il a toute sa force, il a toute sa prestance, il a tout ce charisme, c'est pour une seule et bonne raison, c'est tout simplement parce qu'il a faim. Et c'est que quand il a faim qu'il est fort. Quand il n'a pas faim, il devient vraiment une loque, il devient vraiment tout mou et tout ça. Et c'est exactement comme nos animaux domestiques aujourd'hui. Nos chats, nos chiens, nos lapins. Regardez un lapin sauvage, comment il court très vite. Regardez les lapins qu'on a, c'est des patapoufs qui bougent plus. Parce qu'on les nourrit trop. Donc les animaux maintenant ne vont plus chercher la nourriture par eux-mêmes. Ils ne connaissent plus des périodes disettes, ils connaissent plus des périodes où ils ne mangent pas. Ils connaissent que des périodes où ils mangent tout le temps. Et ça c'est le problème également pour nous. Nous, quand on mange tout le temps, ben, c'est exactement la même chose qui se passe. Et du coup, si vraiment on veut retrouver cette force et tout, c'est vraiment bien de manger moins, comme je vous ai dit, et surtout de manger quand vous en avez besoin et la quantité dont vous avez besoin. Et de temps en temps, de faire un petit jeûne, ça ne fait jamais de mal. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur les lions. Donc si les lions, vous leur enlevez la nourriture, vous les gavez de nourriture, ben, ça devient exactement comme nous, des petites loques. Et je rigole comme je dis comme nous, mais ça devient également
tout simplement, ça devient des animaux comme des tortues, hein, ils bougent plus, hein, c'est tout. Hein. Ils vont pas vous faire de mal s'ils ont très bien mangé. Quand ils sont affamés, il faut un petit peu s'en méfier. En vrai, la plupart du temps, on n'encourt pas grand chose comme risque. Et voilà un petit peu pour cette rubrique donc de se réveiller moins bête. Et maintenant, on va enchaîner tout de suite donc avec le fameux sujet du jour. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Mais de quoi on va parler? C'est le sujet du jour. De 5h à 6h, dans le morning du bonheur. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube et également à me dire dans le chat tout de suite sur Twitch ce que vous pensez, vous, de ces jingles. Voilà, c'est des petits jingles que je vous ai préparés, que je trouve assez sympas. Et d'ailleurs, je vous fais écouter le jingle officiel que j'oublie à chaque fois de mettre. De 5h à 6h, tous les matins, du lundi au dimanche, bonheur, avec Steven. Réveillez-vous de bonne heure, mais surtout de bonheur. Et ouais, réveillez-vous de bonheur, mais surtout de bonheur. Alors non, je me suis pas trompé hier, j'ai reçu un message qui me disait « Est-ce que tu t'es trompé, tu voulais dire de bonheur et de bonne humeur ?» Non, en fait je dis réveillez-vous de bonne heure, une bonne heure et de bonheur. C'est un jeu de mots, voilà, un petit peu nul. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal à mettre, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que j'ai vu une phrase qui disait ça en fait. Et ils disent souvent, les gens ils disent réveillez-vous de bonne heure, mais moi je préfère me réveiller de bonheur. Et donc c'était vraiment génial quand j'ai vu cette phrase. C'est pour ça que ça m'a inspiré pour la matinale. Et du coup c'est pour ça que je l'ai mis directement dans le jingle, et je pense que ça fait partie aussi des slogans justement de cette émission, de l'émission Le Morning Bonheur. Donc voilà, maintenant on passe du coup au sujet du jour, et du coup voilà, je vais vous relancer le jingle, au moins on démarre tout de suite. Et c'est parti pour le sujet du jour. Mais de quoi on va parler? C'est le sujet du jour. De 5h à 6h, dans le Morning du Bonheur. Sujet du jour, aujourd'hui on va parler des régimes. Alors est-ce que les régimes fonctionnent ou pas? Et pourquoi la plupart d'entre eux ne fonctionnent pas au final? Alors, les régimes. Quoi dire sur les régimes? Énormément de choses. Alors déjà, les régimes, il y en a des centaines. Mais vraiment, il y en a des centaines. Même vous pouvez créer votre propre régime. Non mais vraiment, c'est pas compliqué de créer un régime. Il suffit d'enlever ou de rajouter quelque chose. Et ça y est, vous avez un régime. Du moment que ça fait perdre du poids et qu'il y a une restriction, c'est un régime. Mais au final, pensez vraiment qu'avec tous ces régimes, on peut vraiment s'en sortir avec tous les régimes qui existent dans le monde. Il y en a vraiment un qui va être adapté à vous? Ben finalement non. Et pourquoi ça marche pas? Alors ça marche pas pour deux raisons. Déjà, ça marche pas pour la frustration. Parce que quand vous allez faire un régime, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous priver de certains aliments. Et quand votre corps sait qu'il y a une privation, il va vouloir encore plus de ça. Vous savez, dès quand vous êtes enfant, on vous dit surtout ne fais pas ça. Vous, la première chose que vous avez envie, c'est de faire ça. Pourquoi? Car votre cerveau ne connaît pas la négation. Notre cerveau ne connaît pas la négation. Si vous dites, par exemple, si je vous dis ne regardez pas et ne voyez pas dans votre tête un chat, directement la première chose que vous allez voir, c'est un chat. Simplement parce que notre cerveau ne connaît pas la négation. Tout ce qu'on va dire ne fait pas, ne pense pas, on va penser et on va voir ça et on va faire ça. C'est pour ça que très souvent aux enfants on leur dit par exemple surtout tu fais pas ça, tu fais pas telle bêtise et telle bêtise, et l'enfant il va le faire. Et souvent vos parents ils vont vous dire oh purée, c'est comme si je lui ai dit fais ça. Ben oui, parce qu'en fait c'est exactement la même chose. En fait vous l'insinuez à faire ça. Si vous lui dites rien, il va pas penser à ça et il ne va pas le faire. On ne connaît pas la négation, donc vous lui dites ne faites pas ou fais-le, c'est exactement la même chose pour lui. Donc c'est pour cette raison que les régimes ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'on va se restreindre. Et quand on va se restreindre, notre cerveau va sentir cette frustration. Et quand il va avoir cette frustration, il va avoir encore plus envie de ce dont vous le privez. Et du coup, pendant une courte période, ça peut marcher très très bien. Vous allez perdre beaucoup de poids, vous allez vous sentir mieux, vous allez manger moins de ces choses-là. Par contre, très rapidement, vous allez reprendre du poids, vous allez remonter. Et ça, c'est juste totalement logique parce que vous ne pouvez pas marcher sur un régime qui exclut plein de choses. Alors après, ça dépend quel régime. Si c'est juste des régimes classiques qui excluent par exemple juste on va dire les produits ultra transformés ou les produits très gras ou très sucrés, dans ce cas-là, ça va. Mais par contre, si c'est vraiment un régime où vous enlevez un macronutriment, et on va parler juste après, alors dans ce cas-là, ce n'est pas pareil. Alors, quels sont les régimes restrictifs où on enlève des macronutriments? Alors, qu'est-ce que ça veut dire les macronutriments déjà? Il faut savoir que dans notre alimentation, on a plusieurs nutriments. On a les macros et les micros. Dans les macronutriments, on a les glucides, les lipides et les protéines. On dit aussi glucides, lipides et protides. Donc, les glucides, c'est les sucres. Les lipides, c'est les graisses. Et les protides, du coup, c'est les protéines avec les fameux acides aminés essentiels.
Et donc, dans tout ça, ça c'est les macronutriments. Et les micronutriments, ce sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et tout ça, c'est donc différent. Et les macronutriments, c'est ce qu'on retrouve en plus grande quantité dans notre alimentation. Et c'est ce dont on a besoin en quantité. Donc ça veut dire, mais la plupart du temps, on en déborde, il faudrait plus de micros. Mais bon, dans tous les cas, il nous en faut toujours. Tous les jours, il nous faut un petit peu de sucre, un petit peu de graisse et un petit peu de protéines. Le problème de certains régimes, c'est qu'ils en excluent à chaque fois une catégorie. Et certains régimes, c'est 0 gras. Certains autres régimes, c'est 0 sucre. Certains autres, c'est 0 protéines. Et à chaque fois, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que notre corps est fait pour fonctionner avec tout ça. Si jamais vous lui en privez d'un, il va devoir compenser en produisant un effort. Et s'il doit faire un effort, au bout d'un moment, il va avoir du mal à trop le produire, ça va lui créer un stress. Et ce stress va faire tout simplement qu'au bout d'un moment, vous ne pourrez plus vous adapter. Et justement, quand on parle de capacité adaptative, vous allez dépasser votre capacité à l'adaptation et donc vous allez dépasser votre capacité adaptative. Et dans ce cas-là, vous n'allez plus être dans le bien ou dans le renforcement, mais au contraire, vous allez être entre guillemets, même si ça n'existe pas vraiment, dans le mal. En fait, vous allez être dans la mauvaise partie. Tout simplement, vous allez vous détruire petit à petit. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas enlever un macronutriment. Parce que sur le long terme, on ne sait absolument pas ce que ça fait. Et on sait en tout cas que ça va induire un gros stress au corps. Donc c'est pour ça que pour vraiment qu'un régime marche, déjà, il ne faut pas parler de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire, ou simplement de s'écouter alimentairement, de manger vraiment ce que l'on souhaite. Parce que même les régimes, on dit une protéine, une graisse, etc. Je trouve ça d'une débilité profonde et je vais vous expliquer pourquoi. Et débilité ne veut pas dire bête au sens où on l'entend. Débilité, c'est juste manque de connaissances. Alors pourquoi je dis débilité? Tout simplement parce que en fait, c'est débile de croire que notre corps est constant. Notre corps n'est pas constant, la vie n'est pas constante. On change tout le temps, on doit toujours s'adapter, on a toujours des besoins différents. Et on aura toujours des besoins différents, on n'aura jamais les mêmes besoins. C'est vraiment une absurdité de penser ça. De penser qu'un jour on peut manger ça et l'autre jour on peut manger la même chose. C'est complètement faux. C'est pour ça que les régimes où on vous dit qu'il faut manger tel et tel aliment, il faut manger à telle heure, il faut manger telle quantité, c'est complètement bête. C'est pour ça que moi des fois je vois par exemple les trucs pour les sportifs. Alors après je comprends pourquoi on fait ça, mais c'est juste un petit peu bête de faire ça parce que vous allez vous priver déjà d'énormément de choses et pas vous priver au niveau juste de votre cerveau, vous priver au niveau juste du plaisir. Moi je parle vraiment de vous priver au niveau de votre corps, vous priver de certains micros ou certains macronutriments que vous allez en consommer que les mêmes ou que en même quantité. Si tous les matins vous avez l'habitude par exemple de prendre du flocon d'avoine et que vous les pesez qui font exactement 80 grammes et tout, vous ne pouvez absolument pas écouter votre corps. Et un jour, votre corps il va avoir besoin de 200 grammes, un autre 500 grammes, et d'autres 2 grammes, d'autres pas du tout. Parce que ce que je veux dire, c'est que votre corps, il varie. Il n'est pas tout le temps pareil. C'est normal, on change. Donc c'est pour ça que les régimes de se dire qu'il faut tel et tel truc, il faut le peser, et on mange toujours la même chose le soir, le midi, l'après-midi, le matin et tout, c'est complètement bête. Et même de se dire qu'il faut manger tout le temps l'après-midi ou qu'il ne faut pas manger tout le temps et qu'il ne faut pas du tout manger l'après-midi, même ça c'est bête. Il y a des fois vous en aurez besoin, des fois vous en aurez pas besoin. Il faut juste écouter, comme le petit déjeuner. On a des fois où on n'aura pas du tout besoin de prendre le petit déjeuner, la plupart du temps ça sera ça. Et des fois on aura besoin, on s'adapte. Quand il faut le prendre, on le prend. Quand il faut pas le prendre, on le prend pas, c'est tout. L'adaptation est la base de la vie. Il faut s'adapter. Donc c'est pour cette raison-là que tout simplement vous ne pouvez pas faire de régime restrictif qui il vous dit exactement ce que vous devez faire, ce que vous devez manger. Imaginons, je prends même mon exemple avec moi. Par exemple, moi j'ai fait une grosse transition alimentaire ces dernières années. Je suis vraiment passé d'un régime très transformé avec beaucoup de produits industrialisés, beaucoup de sucreries à beaucoup moins. C'est-à-dire que tout a commencé, alors c'était quand? C'était en 2017, donc ça va faire 3 ans là bientôt. Ah non, ça y est, ça fait 3 ans en mars. J'ai fait un défi, j'avais décidé de faire un défi, je m'intéressais de plus en plus à l'alimentation et j'avais proposé à mon frère, mon grand frère, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on se lance un défi? Pendant un mois, on arrête complètement les boissons sucrées. Donc toute boisson qui est sucrée naturellement ou non, on les enlève complètement. C'est-à-dire que jus d'orange et tout ça, c'est enlevé. Et puis après, toutes les boissons industrielles qu'on connaît sont également enlevées du défi. Donc on a commencé, on a dit on a fait ça du 1er mars au 1er avril. Donc on a commencé et c'était vraiment compliqué au début parce qu'on est arrivé dans des fêtes. Puis après, c'était pas si compliqué que ça, c'était pas si terrible que ça. Au final, on l'a fait un mois et mon frère, le 1er avril, il a rompu directement le défi avec un coca. Et moi, je me suis dit non. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de voir. Pour l'instant, je n'ai pas envie. Du coup, je continue 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Au final, ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai plus bu de boissons, on va dire, industrielles ou de boissons sucrées. Ça veut dire que je n'ai plus bu ni Coca, ni Iced Tea, ni Fanta, ni Sprite et ni toutes ces boissons-là. Les seules boissons que je bois, ce sont des jus de fruits
frais et j'en bois très rarement. Les jus de légumes. Également, je bois des tisanes et je bois également de l'eau de coco. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je bois. Et des fois, de temps en temps, des petits jus d'orange et également des jus de citron. Voilà, vraiment ce que je bois, c'est ça. Donc, c'est soit avec du sucre naturel. En fait, la plupart du temps, c'est toujours avec des sucres naturels ou non transformés ou très peu, mais je bois plus du tout. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas bu une boisson qui contenait du sucre qui a été ajouté. Je sais pas combien ça fait de temps que j'en ai pas bu, mais ça fait en tout cas super longtemps. Ben voilà, je pense que depuis 3 ans, je n'ai pas bu. Non, j'en ai pas bu du tout. Et après, à la suite de ça, j'ai commencé donc à réformer mon alimentation petit à petit. J'ai changé pas mal de choses. J'ai fait des grosses transitions, je vous en parlerai un jour. Et justement, j'étais passé à une période où je n'avais plus mangé de viande du tout pendant à peu près une bonne année en entier. J'ai plus mangé rien, pas de viande, pas de poisson, en fait très peu, je crois que j'en ai mangé une fois au restaurant, pas d'œufs, en fait pas de produits animaux du tout. J'étais dans un régime plutôt végétalien. Alors c'était pas végétalien, c'est ce qu'on appelle crudivore, donc c'était végétalien cru, où je mangeais que des choses crues et c'est pas du tout mal, mais moi il y a plein de choses à faire. Encore une fois, il faut s'adapter à soi-même et c'est pour ça que ça peut pas marcher pour tout le monde et que dans tous les cas, si vous le faites trop strict, ça ne pourra pas marcher. Et du coup, là maintenant, je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans la frustration et du coup, ça se passait pas bien du tout pour moi. Alors pas dans la frustration, encore une fois, au niveau du cerveau, frustration au niveau du corps. Vous lui donnez pas ce qu'il a besoin et du coup, forcément que ça va pas marcher pour lui. Et du coup, moi, j'étais trop à chaque fois renfermé dans mes dogmes, etc. Il faut pas manger à telle et telle heure. Il faut pas manger ça et ça parce que c'est pas bon pour moi, etc. Maintenant, je m'écoute. La seule chose que je ne consomme plus, c'est vraiment la seule chose que j'ai arrêté de consommer, c'est tous les produits industriels. Tous les produits qui sont trop chauffés, trop transformés, ça je n'en mange absolument plus. Mais tout le reste, je peux le consommer. Donc par exemple, ce que j'ai mangé ces derniers jours, j'en avais énormément envie. Quand je dormais pas beaucoup, j'avais beaucoup envie de ça. J'avais beaucoup envie de viande et de produits animaux. Donc pendant 2 jours, j'ai mangé beaucoup de viande. Donc là, il n'y a pas de mal à ça. Mais là, par exemple, hier, j'avais moins dormi, par exemple. J'ai plus dormi, pardon, par exemple. Et j'avais envie de quoi? J'avais envie de fruits. Donc il faut s'adapter. Un jour, vous pouvez avoir envie de viande, un autre jour de fruits. C'est-à-dire que toute la journée, j'ai mangé. Le midi, j'ai mangé une viande. Et le soir, j'ai mangé un petit truc avec genre des tomates, de la choucroute, etc. Voilà. C'est simple. Ouais, j'ai mangé ça. Ça m'allait très très bien. Par contre, le lendemain, de manger la viande, ça m'allait pas du tout parce que j'en avais pas besoin. À ce moment, j'avais besoin de fruits. Et vice versa, d'autres fois où je mangeais que des fruits, j'avais justement besoin de viande. Et puisque je m'écoutais pas, je mangeais que des fruits, etc., etc. Et en fait, il faut venir juste changer avec nos besoins. Ça dépend des saisons, ça dépend du moment, ça dépend de l'humeur, ça dépend même de vos heures de sommeil, ça dépend de votre activité sportive, de votre activité physique, même de votre activité morale, ça dépend de ce que vous faites, avec qui vous parlez, de vos relations, ça dépend de tout, ça dépend en gros de votre environnement. Par rapport à votre environnement, vous aurez des besoins différents au niveau de l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'un régime ne peut absolument pas fonctionner. Vous pouvez vous faire certaines règles. Déjà, il y a certains principes à connaître, mais vous pouvez faire des petites règles. Par exemple, de ne pas consommer de produits transformés. Ça, vous n'en avez absolument pas besoin, pas l'utilité. Excusez-moi, je tapais dans le micro. Vous n'avez absolument pas besoin de ça dans votre alimentation. Votre corps n'a pas besoin de ces produits-là. Si vous voulez de temps en temps, si ça vous manque, vous pouvez faire une fois par semaine où vous en mangez, mais c'est tout. Et vous vous écoutez. Il y a rien de mieux que s'écouter. Moi, comme je vous ai dit, quand c'est que j'ai commencé à découvrir qui j'étais, etc., toutes ces missions de vie, enfin, pas ces missions de vie, mais vraiment de m'éclairer par rapport à qui j'étais, où je devais aller, etc. Vraiment, quand je vous dis à chaque fois de faire confiance à la vie et s'écouter, c'est grâce à quoi? C'est justement quand je me suis écouté au niveau de l'alimentation. Quand j'ai arrêté de manger pour manger, de me remplir pour me remplir, juste, je mangeais quand j'avais faim. Et je mangeais ce que j'avais besoin dans la quantité dont j'en avais besoin. Et je mangeais que des produits bruts. Et c'est à partir de là que j'ai commencé tout simplement à me sentir de mieux en mieux. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il n'y a aucun régime qui marche. Il faut juste regarder un petit peu ce que vous avez envie de manger en globalité. Si vous voulez manger du poisson ou non, si vous voulez manger des œufs ou non, si vous voulez consommer des produits laitiers ou non, si vous voulez consommer de la viande ou non. Et par rapport à ça, venir changer. Mais par contre, il y a quelque chose d'essentiel qu'il ne faut pas oublier. C'est que d'exclure les produits animaux, ça marche un temps, mais ça marche pas tout le temps. Dans les produits animaux, il y a des personnes, pardon, je me suis trompé, moi je dis il y a des personnes, c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Il y a des choses essentielles dans les produits animaux. Mais également, pour parler des personnes, il y a des personnes qui arrivent par contre à tolérer de ne pas manger de produits animaux. C'est les personnes qu'on va dire pléthoriques, c'est les personnes qui sont en surpoids. Alors là, vous aurez aucun problème. Par contre, les personnes qui sont maigres ou qui sont, qu'on va dire, normales, ils auront beaucoup plus de mal à s'interdire de manger des produits animaux, à se restreindre de manger des produits animaux, de consommer des produits animaux. Pourquoi? Car dans les produits animaux, déjà il faut savoir que la viande
se digère beaucoup mieux, je vais peut-être en choquer certains, mais se digère beaucoup mieux que les légumes. Et oui, on n'est pas fait pour digérer les légumes, on est fait pour digérer les produits animaux. On est plus fait pour digérer les produits animaux que pour digérer les légumes. En fait, on est fait pour digérer un petit peu de tout. C'est pour ça qu'on est omnivore. Donc des fois, j'entends certaines bêtises dire que on a le même système digestif que les singes, que les grands singes. C'est faux. Oui, on descend des grands singes, mais on a évolué notre système digestif et nous, on est omnivore. On peut manger. Et souvent, on ne dit pas parce qu'on peut que l'on doit. Mais si on peut, ça veut dire qu'on peut le faire. Et donc, dans l'absolu, on doit le faire. Bref, dans tout le cas, ça peut se discuter, mais ce que je peux vous dire, c'est en tout cas tester, c'est tout. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de trucs prédéfinis. Testez. Si le régime végétalien, végétarien, ça vous va, faites ça. Si ça vous va pas, tout simplement, vous adaptez. C'est pour ça qu'il faut manger tous les jours de la viande. Il faut juste en manger moins. Il faut manger la quantité dont vous avez besoin. Et manger moins, ça veut rien dire. Si vous avez un tempérament qui est frileux, si vous avez un tempérament qui est très maigre, alors dans ce cas-là, il va falloir que vous en mangez en grande quantité. Et par exemple, les fruits de manger en plus petite quantité. Donc vraiment, ça dépend à chaque fois, ça dépend de vous. Il faut juste s'adapter à soi-même, tester, faire les tests, changer, etc. Et c'est comme ça que l'on sait à chaque fois. Donc vraiment, le meilleur régime, c'est juste de voir les aliments que vous voulez consommer et que vous aimez et d'adapter par rapport au jour, etc. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois, tous les jours, d'avoir une protéine et tout. Si vous avez besoin de votre protéine, vous la mangez, c'est tout. Si vous voulez vraiment après vous faire certaines bases, vous pouvez vous dire par exemple que tous les jours, à chaque repas, vous avez besoin. Et voilà, même ça, j'avais envie de vous dire un petit truc, mais j'arrive pas pourquoi à chaque repas on devrait manger une protéine. Là on va dire chaque jour une petite protéine, soit un œuf, soit du poisson, soit de la viande, voilà, plutôt comme ça. Ou une protéine végétale aussi, hein. On peut utiliser le soja, les lentilles, le sarrasin, le blé, le quinoa, le boulgour, en fait toutes ces céréales là, vous pouvez choisir votre céréale et manger ça au niveau de la protéine ou toutes les légumineuses qui existent également. C'est à vous d'adapter, c'est à vous de faire, il n'y a rien qui est bien ou mal dans l'absolu, il y a quelque chose qui sera bien ou mal pour vous. Mais dans l'absolu, c'est uniquement et simplement pour vous. Donc il faut s'adapter à vous-même. Donc voilà pour le petit sujet du jour qui parlait donc des régimes. Pourquoi ça fonctionne ou non. Et on a vu que ça ne fonctionnait pas pour cette raison, pour la restriction. Ah oui, juste avant de finir, dans la restriction par contre, il y a quelque chose de positif. C'est que il y a donc un avantage et donc un problème. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'on va très vite abandonner ce qu'on va pas pouvoir tenir sur le long terme, quand on va être frustré, on va vouloir manger ça. C'est pour ça que de temps en temps, faites-vous des moments où vous allez manger cet aliment si vous voulez le manger. Si vous voulez pas, ça sert absolument à rien. Moi ça fait plus de 2 ans pardon, que je n'ai pas mangé de McDo et ça me manque pas. C'est plus de 2 ans que je n'ai pas mangé un plat de pâtes, ça me manque pas. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mangé de pizza et ça ne me manque pas. Donc voilà, si ça vous manque pas, ça c'est vous qui voyez. Et puis l'avantage, c'est que quand on va consommer cet aliment, on va l'apprécier énormément. Si vous vous privez de pizza, si vous privez de McDo pendant des jours, des semaines, des mois, quand vous allez retrouver votre McDo, votre pizza, je vous dis que vous allez être hyper content. Et vraiment, vous allez être super content, vous allez l'apprécier. Ou au contraire, vous allez tellement reconnecter à vous qu'il va vous dégoûter. Et finalement, vous n'allez plus en avoir besoin et plus en avoir envie. Enfin, pas besoin, c'est pas un besoin de manger ça. Vous n'allez plus en avoir envie. Donc vraiment, écoutez-vous. C'est la seule règle qui existe, c'est de s'écouter et de s'adapter par rapport à soi-même et d'adapter les choses par rapport à soi-même. On peut regarder certaines règles, on peut regarder certains principes, mais toujours s'adapter à soi-même. Et voilà, on en a fini avec le sujet du jour. Il est actuellement 6h18 et maintenant on passe tout de suite à l'avant-dernière rubrique qui s'appelle Avant le week-end. Alors j'ai pas un jingle donc je vais le faire avant le week-end, voilà, le petit jingle. Alors de quoi on va parler dans cette rubrique aujourd'hui? Donc c'est une rubrique qui est là spécialement pour le vendredi, justement pour démarrer un bon petit week-end tous ensemble et pour, j'espère que vous allez pouvoir vous-même réaliser vos rêves, faire ce que vous voulez, vous améliorer ou tout simplement accepter et faire confiance en la vie, même si vous ne faites rien actuellement. Dites-vous juste que vous êtes sur le chemin, que vous êtes en train de faire ça et tout simplement faites confiance et également arrêtez de vous juger et c'est de là que vous allez pouvoir passer à l'action. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ce avant le week-end? On va parler de quelque chose. Je veux qu'on passe concrètement là. On va passer vraiment au concret. C'est que là, il est actuellement 6h20. Donc, vous pouvez vous munir d'une feuille. Vous pouvez déjà vous lever. Peut-être que vous êtes déjà réveillé. Peut-être qu'il est plus tard pour vous si vous m'écoutez en replay. En tous les cas, prenez une feuille ou faites-le dans votre tête. Réfléchissez aux qualités et aux défauts que vous avez. Donc, vous notez toutes les qualités. Si vous avez vraiment de mal avec ça, si vous êtes un peu déconnecté de vous-même ou si tout simplement vous n'avez pas l'habitude de vous poser ces questions-là, demandez à vos proches quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Vous les notez. Vos qualités, vos défauts, en vrai, vous allez les trouver très rapidement.
C'est-à-dire chaque jour, vous allez parler avec les gens, vous allez vous-même réfléchir à plein de choses et vous allez remarquer quelles sont vraiment vos qualités. Et de là, notez-les. Réfléchissez à ces qualités et à ces défauts. Et essayez vraiment d'améliorer au maximum vos qualités. Parce que les qualités, c'est ce qui va vraiment vous permettre de vous épanouir dans votre vie et de faire ce que vous souhaitez. Parce que très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vouloir s'adapter à nous-mêmes. Du coup, la réussite, il faut que ça soit comme ça. Il faut qu'on fasse ci, qu'on fasse là, qu'on suive un programme un peu comme les régimes, mais non, c'est faux. On a tous une vision différente. On aura tous une manière différente d'arriver sur ce chemin-là. Donc on aura tous une manière différente finalement de réussir. La réussite est personnelle. Donc si elle est personnelle, il faut la personnaliser. Et il faut utiliser nos qualités. Des fois, vous avez des qualités que vous allez vous dire, mais non, mais ça je peux pas l'utiliser pour faire ça. Pour réussir, il faut ça. Non, c'est faux. Si par exemple, votre motivation pour vous faire quelque chose, c'est la compétition, servez-vous de la compétition pour réussir. Servez-vous de vos qualités. Mais vraiment, je le dis parce que trop souvent, on les utilise pas. Ça veut dire qu'on se dit, ouais, j'ai telle et telle qualité, mais bon, je vais pas utiliser ça pour lancer mon business, je vais pas utiliser ça pour me développer, je vais pas utiliser ça pour faire ci ou ça. Mais si, utilisez-les. Mais les gens, ils font pas ça. Mais on s'en fout que les gens, ils font pas ça. Faites comme vous voyez vous. N'utilisez pas le chemin des autres. Inspirez-vous du chemin des autres pour trouver votre propre chemin. Le chemin des autres doit vous servir à une chose, vous dire, bah, lui, il a son chemin, moi, je vais créer mon propre chemin. C'est à ça que ça doit vous servir. Et vraiment à vous adapter à vous-même. À chaque fois que vous avez une faiblesse, dites-vous vraiment que vous allez utiliser vos forces pour faire tout simplement face à cette faiblesse. Adaptez-vous à vous-même. Si vous n'arrivez pas à faire ça, ce n'est pas grave. Vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Vous pourrez trouver une solution. Si vous la trouvez pas maintenant, vous la trouverez plus tard. Même des fois, on veut trop se leurrer, c'est pas fait pour vous. Par exemple, moi, il y a quelque chose où pendant des semaines et des mois, j'ai cru que c'était fait pour moi. Je me suis rendu compte que non. Et à chaque fois, je retombais dedans. C'était par exemple le fait d'être freelance. Donc moi, je fais du code, je fais du graphisme. Et pendant une période, j'ai voulu être freelance. Et j'ai même commencé à avoir un client et tout. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. J'arrivais pas à me motiver, comme on dit. Mais j'arrivais pas à me motiver parce que ça me plaît pas. Ça me plaisait pas, j'avais pas envie de faire ça. Mon chemin de vie, c'était pas ça, c'était pas d'aller vers là. Je savais très bien où j'allais et c'était pas là. Et à chaque fois, moi, je partais à gauche et à droite de mon chemin. Maintenant, j'ai compris qu'il faut plus que je bouge de ce chemin. Et du coup, moi, je me disais, mais non, mais pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi j'ai pas ci? Pourquoi j'ai pas là? C'est pas normal. Il faut que je fasse ça. Du coup, je me lançais dans le freelance. Et finalement, je me rendais compte que c'était pas ça. Et du coup, là, on va pouvoir me dire, par exemple, ouais, c'est des excuses, tu peux faire freelance, c'est juste parce que t'as peur et tout. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est faux. Si vous savez pourquoi vous le faites, on s'en fout. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez pourquoi vous le faites. Qui est plus vrai que vous? Qui peut savoir autrement que vous? Personne, même le plus gros spécialiste au monde, personne peut savoir à part vous. Vous avez la vérité absolue de vous-même en vous. La seule personne qui détient la vérité de votre vie, c'est vous. La vérité ou le mensonge, ça dépend d'une personne à une autre. Les faits peuvent toujours être contestés. La seule vérité qui n'est pas contestable, c'est la vôtre. C'est votre propre réalité. Votre propre vérité pour vous-même, par vous-même. Ça, c'est la seule qui ne peut pas être contestée. Donc vraiment, la seule personne qui peut savoir ce qui est fait pour vous, ce qui est adapté à vous, ben, c'est vous-même. Donc adaptez-vous à vous-même. Et mettez vraiment vos qualités en avant. Et si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est pas besoin de se forcer, ça n'arrivera pas, ça marchera pas. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, essayez de l'adapter à vous-même, c'est tout. Vraiment adaptez-vous, c'est vraiment une part essentielle. Quand je dis vraiment reconnectez-vous à vous-même et soyez vous-même, vraiment pour moi c'est la chose la plus importante. Faites confiance en la vie et soyez vous-même, découvrez-vous. Vraiment, c'est en soyant vous-même, en étant vous-même, que au final, vous allez vraiment pouvoir réussir à faire tout ce que vous souhaitez. Lorsque vous connaissez, lorsque vous apprenez à vous connaître, vous allez apprendre à connaître le monde, à connaître les autres et à vous connaître vous-même. Et vous allez obligatoirement réussir ce que vous voulez faire. Comprendre, accepter. C'est vraiment ça la base aussi, c'est accepter. Parce que des fois, on se leurre à dire « Ouais, il faut que je fasse ça, mais cette chose-là, vous ne devez pas la faire maintenant. » Alors des fois, c'est des excuses de dire « Ouais, je le ferai dans 1 an ou 2. » C'est juste parce que vous ne devez pas le faire. Mais il y a certaines fois où vraiment vous voulez le faire, vous dites « Mais pourquoi j'y arrive pas à faire ça? Pourquoi j'y arrive pas ?» Parce que c'est pas maintenant. Pourquoi c'est pas maintenant? Parce que vous avez certaines choses que vous n'avez pas compris. Et si vous le faites maintenant, vous allez complètement échouer.
Et peut-être que cet échec va vous faire trop de mal. Donc du coup, l'univers vous veut toujours du bien. Alors du coup, ce qui va se passer, et la vie vous veut toujours du bien. Donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez devoir avant passer par certaines étapes. C'est pour ça que vous n'allez pas réussir directement. Et vous allez devoir vous forger avant. Et c'est justement tout ce que vous vivez actuellement qui va vous forger. C'est pour ça que je dis, vous jugez pas. Vous allez pouvoir aller encore plus vite et faites confiance. Si vous faites confiance, toutes les leçons, vous allez les apprendre à une vitesse folle. Depuis que je fais confiance, chaque jour, j'ai l'impression que j'apprends 1 mois de vie. Mais vraiment, c'est complètement fou à la vitesse que j'avance. Et j'ai envie que vous aussi, vous avancez à la même vitesse. Et même que vous allez encore plus vite. Et moi, je suis peut-être à une vitesse d'escargot par rapport à vous. Donc c'est pour ça même ça s'adapte à vous-même. Mais c'est pour vous dire que si vraiment vous faites confiance en la vie, vous dites que tout ce qui va arriver dans votre vie est là pour vous construire, est là pour votre bien. Mais alors vous allez passer une excellente vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois que vous allez avoir une souffrance, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se passer de mal, vous allez dire simplement c'est pour mon bien. Et du coup là, vous allez tout accepter beaucoup mieux. Vous allez tout accepter à sa juste valeur, si je peux dire. Vous allez tout accepter comme ça doit être accepté. Voilà, tout simplement. Et là, vous n'avez plus besoin des bouquins. Vous n'avez plus besoin de toutes ces choses-là. Une fois que vous vous reconnectez à vous-même, que vous reconnectez à votre ressenti et que vous apprenez à vous connaître, vous n'avez plus besoin de toutes ces choses-là. Vous n'en avez absolument pas besoin. Oui, vous pouvez toujours apprendre. Hier, j'ai fait une rubrique justement dans les 10 minutes de douceur où je disais que apprendre pour se renforcer, oui. Mais avant tout, il y a vraiment la connaissance de soi. Donc voilà pour cette petite rubrique qui s'appelait Avant le week-end. Il est actuellement 6h26, excusez-moi pour le petit bruit de la souris. Et je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être partir jusqu'à 7h. Peut-être. On va voir. Il me reste une dernière rubrique. Je vois où je vais avec cette rubrique. Peut-être qu'on va aller jusqu'à 7h. Je ne sais pas si ça va durer 30 minutes cette rubrique. Mais on va essayer d'aller jusqu'à 7h pour voir ce que ça donne et s'il y a un peu plus de monde qui arrive jusqu'à 7h. Mais avant ça, bien sûr, on va se faire une dernière petite pause musicale, le temps que je fasse un petit peu également la pub sur les réseaux sociaux pour que vous venez me rejoindre en direct. Et puis, allez, c'est bon, c'est annoncé. Allez, on y va jusqu'à 7h. Allez, c'est parti, tous ensemble, on se réveille. Bon réveil à tous avec ce Morning Bonheur. On est en direct sur Twitch dans le Morning Bonheur. Hop là, ça s'est pas lancé. Alors attendez, je voulais lancer... Oh non, c'est raté, mon lancement est complètement raté. Je voulais lancer le jingle et il ne s'est absolument pas lancé. Alors attendez, je pense que c'est bon. Et non, c'est pas bon. Bon, il y a le jingle qui veut pas se lancer. C'est pas grave, donc on lance directement la musique. Et nous, on se retrouve juste après ça. Allez, à tout de suite, jusqu'à 7h.
en direct jusqu'à 7h. Il est actuellement 6h30. Bon réveil à tous. C'est parti aujourd'hui en ce mercredi. Pas du tout, en ce vendredi. Je commence un peu à fatiguer. En ce vendredi 12 juin 2020. Aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à tous dans ce petit morning. Alors je vous dis qu'aujourd'hui, vraiment exceptionnellement, on allait pousser jusqu'à 7h. Donc je vais pousser jusqu'à 7h pour voir ce que ça donne. Et puisque je suis passionné, vous savez, d'animation, donc moi ça me plaît, je pourrais même partir jusqu'à 8h en vrai. Et je vais vous annoncer un petit truc que j'ai vraiment envie de faire. C'est qu'il y a un jour là où je veux le faire, je sais pas quand, peut-être dans un mois, peut-être dans ce mois-ci, peut-être en juin, je sais pas quand, je vais faire un live toute la matinée, c'est-à-dire de 5h à midi en direct, on va se faire ça tous ensemble. Donc pour ça, j'inviterai pas mal de personnes, etc. Donc on se fera ça pendant le moment venu. Voilà, on aura une énorme matinale qui va durer très très longtemps et ça va être super sympa. Donc voilà un petit peu pour les futures annonces. Et maintenant, donc on passe à notre dernière rubrique, notre dernier sujet qui n'est pas du tout un sujet puisque c'est tout simplement je laisse parler mon cœur. C'est un sujet libre. Alors, de quoi on va parler dans ce petit sujet libre? Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très particulier, enfin, très particulier. C'est quelque chose qui nous touche à tous, mais on en parle très peu. Et puis quand on en parle, je veux dire, on n'en parle pas vraiment de la bonne manière. C'est quoi? C'est les addictions. Mais là, en même temps que je vous parle, je me dis, j'ai pas parlé déjà des addictions dans une émission. Donc attends, je vais regarder. Je sais pas, c'est possible que j'en ai déjà parlé, par exemple, dans l'émission de mardi. Non, je sais pas, je crois que j'en ai parlé très rapidement des addictions, mais je n'ai pas vraiment parlé en détail. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, les addictions, qu'est-ce qu'une addiction? Une addiction, c'est quand vous faites quelque chose de répété, beaucoup, et qui ne vous procure plus de plaisir au final. C'est-à-dire que une addiction, au début, ça vous procure du plaisir, et c'est pour justement enlever quelque chose de mauvais. Très souvent, c'est un mal-être, ou c'est un manque d'amour, un manque de confiance en soi, un manque de confiance en la vie, justement, qui fait que justement vous allez devoir compenser ce mal-être, ce mal que vous avez, ce malheur, en le compensant avec quelque chose, avec un produit extérieur à vous. Et donc il peut y avoir plein d'addictions, on les connaît toutes. Il y a la drogue, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a la nourriture pour ce qui est du cas des boulimies. Il y a également les réseaux sociaux, il y a le sexe, il y a la pornographie, il y a toutes ces choses-là. Toutes ces choses sont des addictions. Alors une addiction, ça se déclenche comment? Ça se déclenche justement quand il y a un manque comme ça. Alors attendez, là plus j'en parle et plus je me dis mais j'en ai déjà parlé dans une émission ça. Ah oui, c'est sûr que j'en ai parlé dans une émission des addictions parce que je me rappelle avoir dit à peu près ça. Donc moi je trouve ça un petit peu bête de répéter la même chose, surtout si je l'ai déjà dit. Donc on va passer de sujet, on va changer de sujet parce que si je répète exactement la même chose et que vous en plus vous les écoutez en replay, c'est inutile. Donc on va passer à un autre sujet du coup. Je pensais qu'on allait se faire les addictions, mais non, au final on va faire autre chose. Ben j'ai rien préparé, ben parfait, on va pouvoir y aller instinctivement comme ça, droit au but, etc. Non vraiment, moi j'aurais une réflexion à vous faire par rapport à la vie. C'est que comme je le dis souvent, au final on ne connaît pas ce qui se passe et ce qui va se passer. Alors quand je dis on ne connaît pas ce qui se passe, je vais vous expliquer. On ne sait pas vraiment ce que c'est que la vie au final. Qui ici peut se lever et dire moi je sais exactement ce que c'est la vie? Non, tu auras une vision de ce que c'est la vie, mais c'est pas pour ça que c'est forcément ça. Et on ne sait pas réellement ce qu'est la vie. Du coup, on a tous ça, une réflexion différente, tous une vision différente, ça y a pas de souci. Le seul truc, c'est que dans tous les cas, qui est la réincarnation ou non. Et d'ailleurs, on pourra en parler. Et moi, j'ai vraiment envie de vous retrouver à vous en live et qu'on fasse un petit débat sur la réincarnation, vous dire moi ce que j'en pense, de vous dire si c'est probable ou pas, bon, enfin, de faire un petit débat sur ça. Et de voir vraiment si c'est possible ou pas. Mais même si ça existe. Même si par exemple, si vous croyez en Dieu, si Dieu existe, si le paradis et l'enfer existent, même si toutes ces choses-là existent, dans tous les cas, quelle est la chose la plus vraie? Quelle est la vraie chose qui existe au final maintenant, à ce moment présent? Le passé, au final, il n'existe pas. Le futur, au final, il n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le présent. C'est ce que vous allez faire actuellement. C'est notre vie présente, comme j'aime bien l'appeler. Parce que même qu'on soit réincarné ou pas, dans tous les cas, on se rappellera peut-être pas de ça. En tout cas, on s'en rappellera pas parce qu'on n'aura pas la même vision, on n'aura pas la même vie qu'on a actuellement. Donc la seule chose qu'on peut changer actuellement,
c'est vraiment notre vie, cette vie-là. La seule chose dont on a le contrôle, c'est cette vie-là. Et vraiment, il faut prendre conscience de ça. La seule vie qu'on connaît, c'est celle qu'on a actuellement. Et donc du coup, il faut tout faire au maximum parce qu'on n'a qu'une vie présente. Donc vraiment, au bout d'un moment, il faut vraiment réfléchir à ça et se poser vraiment la question de, bon, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui m'a toujours passionné depuis que je suis enfant? Qu'est-ce qui fait que quand j'allais faire ça quand j'étais petit, je pouvais me réveiller très très tôt le matin, voire ne pas dormir tellement que j'étais passionné par ça? Qu'est-ce qui fait que quand je fais cette action-là, j'ai l'impression de vivre à 300%? Qu'est-ce qui fait que quand je fais ça, j'ai l'impression d'être comme si j'étais amoureux? Que je peux faire ça pendant des jours et des jours en entier presque sans dormir. Qu'est-ce que vous faisiez que vous vous dites, je pourrais faire ça infiniment et même encore plus que ça? Vous êtes déjà posé la question de à quoi ça sert de dormir? Si vous êtes déjà posé l'une de ces choses-là, une de ces questions-là, vous êtes déjà dit l'une de ces choses-là, déjà c'est que vous avez quelque chose qui vous passionne. Même si vous ne l'êtes pas dit, c'est pas pour ça que vous n'avez pas quelque chose qui vous passionne. Regardez bien dans votre enfance. De toute façon, on sait maintenant que notre vie est toujours dirigée par notre enfance. Ce qui fait qui on est aujourd'hui, c'est ce qui fait qui on était quand on était enfant. Et on sait que nos caractères, etc., tout ça se forge entre 0 et 4 ans. 0 et 4 ans. 0 et 4 ans, c'est quoi? C'est la partie qu'on se rappelle le moins dans notre vie, 0 et 4 ans. Et d'accord? Justement, on n'a presque aucun souvenir dans cette période-là. Justement, on dit que c'est la période où on est encore connecté à notre cerveau droit. C'est-à-dire que les enfants crient, pleurent quand ils doivent le faire, qu'ils s'expriment, qu'ils sortent leurs émotions. Et après 4 ans, on commence à les brider. Les parents commencent à leur dire « Non, tu te tiens droit, tu fais comme ça, tu pleures pas en public, etc. » Ils commencent vraiment à les brider, à les structurer. Et c'est à partir de là qu'ils se déconnectent complètement de leur cerveau droit, qu'ils se reconnectent à leur cerveau gauche, et que finalement, ils se connectent moins à leur ressenti. Et c'est de là qu'on se transforme réellement. Et donc du coup, c'est de là que on va passer dans la conscience que l'on connaît actuellement. Et du coup, notre inconscient va se déconnecter. Parce que pour moi, la partie de 0 à 4 ans, c'est vraiment la partie qu'on va garder toute notre vie dans notre inconscient. C'est pour ça qu'on s'en rappelle plus. Et tout ce qu'on va avoir aujourd'hui, quel mari on va prendre, quelle femme on va prendre, quel métier on va faire, quelle relation sociale on va avoir avec les autres, quel type d'amis on va avoir, tout ça, toutes ces choses-là sont en rapport avec notre enfance. Donc pour forger notre caractère, on a premièrement la génétique, nos parents, ce qu'ils sont. Deuxièmement, on a ce que l'on a vécu quand on est petit. Et tout ça va vous gouverner toute votre vie. Mais vous avez le pouvoir de changer. Et je ne vais même pas dire que vous avez le pouvoir de changer, vous avez le pouvoir d'adapter et de modifier ces paramètres. Vous avez la possibilité de jouer avec ces paramètres-là tout au long de votre vie. Si vous êtes par exemple issu d'une famille qui ont peur de l'argent, vous aurez pratiquement toute votre vie peur de l'argent. Mais vous pouvez le changer. Vous pouvez moduler ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines réactions que vous allez avoir où d'un coup vous allez avoir peur de l'argent. Alors que vous êtes complètement sorti de ça, vous êtes complètement sevré de ça, mais pourtant certaines fois vous allez avoir des peurs de dire « Oh non, je peux pas faire ça parce que j'ai peur de l'argent. » Enfin en gros, je peux pas acheter ça, c'est un petit peu trop cher. Même si vous avez énormément d'argent, ah ça c'est un peu cher quand même. Il y a ces pensées-là qui vont revenir. Mais adaptez-vous à ça. Essayez de trouver votre solution à vous pour changer ça. C'est tout. Il faut juste s'adapter. Oui, bien sûr que certaines fois ça va revenir. Mais si la plupart du temps c'est dans la globalité, vous n'avez plus ça, ben voilà, c'est tout. Et comme on sait, notre environnement gère tout. Ça veut dire que notre génétique est là. Mais pour que cette génétique s'exprime, il faut un environnement. Donc si vous ne lui donnez pas l'environnement adéquat à cette génétique, elle ne s'exprimera jamais. Et l'environnement adéquat à la mauvaise génétique, à tous les facteurs génétiques comme ça, c'est tout simplement un mauvais mode de vie. Donc c'est exactement pareil là par exemple pour ça. Si vous changez complètement vos pensées, alors dans ce cas-là vous n'aurez plus les pensées d'avant et vous modifierez ça. Et vous pouvez toujours vos qualités les renforcer et vos défauts les transformer en qualité. Vous pouvez faire ça du moment que vous vous comprenez, vous apprenez à vous connaître et que vous vous adaptez à vous-même. Pour moi les 3 bases fondamentales c'est ça. Apprenez à vous connaître, adaptez-vous à vous-même. Et vous jugez pas. C'est les 3 bases. C'est juste les 3 bases. Si vous faites ça, mais vous avez tout compris. Vous allez avoir une vie de rêve. Vous allez avoir la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Vous allez l'avoir cette vie. Donc là maintenant, posez-vous cette question. Qu'est-ce que c'est que la vie pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'être là, de traîner des pieds, aller travailler parce qu'il faut un peu d'argent, il faut se nourrir. Et puis après il faut aller faire des vacances pour
pour éponger notre malheur. Et on avance, on traîne des pieds, on sait pas ce qu'on va faire de notre vie. Et ce soir, bon ben je vais aller me boire une petite bière. Je vais aller au bar avec les copains, parce que ça va me faire décompresser. Est-ce que vous avez envie de ça? Moi quand je vois ces gens-là, mais ça me fait trop de la peine, j'ai envie de les aider ces personnes-là. Vous imaginez de faire ça? De travailler pour travailler, de faire les choses juste pour les faire parce qu'il faut les faire. Non, il faut que vous vivez intensément, que vous vibrez de l'intérieur. Qu'à l'intérieur de vous, vraiment, vous vibrez. Que vous n'arrivez plus à tenir en place tellement que vous êtes en forme, que vous êtes en énergie. Vous avez envie de faire des choses. Vous vous levez à n'importe quelle heure pour faire les choses. Que vous avez envie, que vous vivez. Avec vos tripes, vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment cette vie-là que vous méritez. C'est pas une vie médiocre, entre guillemets, où vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Vous allez justement juste faire ce qu'on vous a toujours dit qui est bien de faire. Mais c'est pas bien pour vous. C'était bien peut-être pour une personne, et même ces personnes-là ne sont pas heureuses avec ces choses-là, puisqu'ils ont toujours fait ça, donc ils pensent que c'est la bonne chose, mais ce n'est pas la bonne chose dans l'absolu. Parce que peut-être que pour vous, ça va pas du tout vous aller, ça va pas du tout vous plaire. Donc maintenant, vous avez le pouvoir de tout changer. Vous avez le pouvoir de taper du poing sur la table. Et si, comme je l'ai dit maintenant, vous n'arrivez pas à changer, que vous êtes encore dans plein de choses, travaillez sur vous-même. Regardez, il y a plein de choses que vous n'avez pas encore élucidées. Arrêtez également de trop réfléchir, arrêtez de trop analyser, arrêtez de trop décortiquer par rapport aux autres. Faites l'analyse par rapport à vous-même. L'analyse n'est pas mauvaise. De tout analyser tout le temps par rapport à soi-même, par rapport à ses propres expériences, ça c'est parfait. Parce que justement, vous allez pouvoir calibrer différentes choses. Ça ne veut pas dire se juger, ça veut dire analyser et comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire vraiment de dire, voilà, actuellement j'ai fait ça, ça a marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je mets les deux ensemble, je prends le milieu et je prends l'équilibre et je me dis que justement, ce qui va marcher, c'est le truc qui est entre les deux. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est de calibrer, d'analyser tout ça pour vraiment comprendre et savoir qui vous êtes. Donc très souvent, je vous dis, il faut se reconnecter à soi-même. Il faut apprendre à se connaître. Il faut faire preuve de sagesse. Comment faire? Autant je vous dis qu'il faut le faire, mais je ne vous dis pas comment. Concrètement, pour faire ça, il faut tester, tester et tester. Expérimenter. Expérimenter dans n'importe quel domaine. Expérimenter au niveau professionnel. Lancez maintenant tout ce que vous voulez faire. Allez, on va prendre un exemple concret. Vous avez toujours rêvé d'écrire un livre. Alors là, écrire un livre. Ça, c'est le rêve de toute une vie. Et vous vous voyez à écrire ce livre. Vous avez envie d'écrire ce livre. Vous dites, ah là là, quand je vais avoir mon livre, quand je vais aller dans les librairies, quand je vais aller à la Cultura, quand je vais aller à la Fnac, quand je vais aller dans certaines grandes surfaces, je vais voir mon bouquin. Je vais remarquer mon nom. Je vais voir vraiment mon bébé, mon livre que je veux depuis le début, avec mon roman. Ce roman va toucher des milliers de personnes. Il va aider des personnes à se découvrir. Il va raconter une histoire. Purée, je me languis vraiment. Je me languis vraiment en ce moment-là. Mais bon, pour l'instant, je peux pas. Alors, peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort. Peut-être que vous avez raison parce qu'il vous manque de connaissances. Et là, ça, c'est fort possible. La plupart du temps, on n'agit pas aussi parce qu'il nous manque de connaissances. Donc là, dans l'exemple, prenons dans cet exemple d'écrire un bouquin. Je veux écrire un livre depuis que je suis tout petit, j'ai toujours kiffé ça, j'ai toujours aimé. Je veux écrire un roman. Le seul problème, c'est que j'étais très très nul en français. Et du coup, inconsciemment, c'est ce qui vous bloque. Vous vous dites, eh ouais, mais je suis nul en écriture, donc je ne vais pas pouvoir écrire ce livre. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu d'apprendre ça, puisque vous vous dites tout simplement que c'est pas maintenant que vous devez le faire, vous n'allez pas arriver, ben vous n'allez pas apprendre. Et du coup, vous allez toujours rester dans cette spirale-là. Et au final, toute votre vie, ce livre va rester en suspens et vous n'allez jamais l'écrire. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous arrêtez de vous juger, vous faites confiance en la vie et vous attendez que la vie vous emmène tout. Et c'est possible, vous savez que la vie vous emmène où vous devez aller par rapport au livre. Ou sinon, vous commencez maintenant à apprendre. Et si vous faites confiance, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que vous allez aller vers le chemin où vous devez aller. Donc vous allez rencontrer les personnes qu'il faut pour écrire ce livre. Vous allez justement apprendre les connaissances qu'il vous faut pour faire ce livre et vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Si vous faites confiance, vous vous reconnectez à vous-même, tout va arriver. Et si vous arrêtez aussi de vous juger, tout va arriver. Ou sinon, tout simplement, vous dites, maintenant, je peux agir maintenant. Au lieu d'attendre, je peux faire quelque chose maintenant. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant au lieu d'attendre? Tout simplement, vous allez enrichir vos connaissances, par exemple, au niveau de l'écriture d'un livre. Vous allez regarder des vidéos qui parlent d'écriture de livres, vous allez lire de plus en plus de livres, vous allez lire des articles qui sont en rapport avec l'écriture de livres, vous allez apprendre de plus en plus de connaissances en rapport avec le français pour pouvoir mieux écrire. Et puis c'est tout. Vous avez juste besoin de ça.
Et là maintenant vous avez ça, vous avez tout ça. Donc imaginons que vous avez les connaissances. Peut-être que vous avez les connaissances, mais vous n'arrivez quand même pas. Vous avez les connaissances, mais vous avez encore un doute. Vous doutez, vous dites, est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que maintenant c'est le moment pour écrire mon livre? Parce que peut-être que là je ne suis pas assez accompli dans ma vie pour pouvoir écrire ce livre. Alors ça c'est vraiment une question qui est très légitime. Parce que très souvent c'est pas maintenant que vous devez aller. C'est pour ça que quand vous faites confiance et tout, au final vous irez quand vous devez y aller. Et vous le ferez, c'est seulement vous devez le faire en fait. Donc du coup comment faire? Testez. Testez, ça vous coûte quoi? Vous savez ce que vous faites? Vous commencez par faire un essai. Un essai dans un livre, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de mettre ses idées sur un papier ou sur l'ordinateur, mais en gros de poser ses idées, d'écrire, de tester, et vous testez. Au début vous testez, vous commencez à écrire. Et si vous voyez que l'histoire est mal structurée, qu'il vous manque encore du temps, qu'il vous manque de connaissances, continuez. Continuez à apprendre, continuez à rajouter de l'histoire, rajouter tout ça. Vous croyez vraiment que quand vous allez écrire votre livre, vous allez devoir le sortir direct? Non. Vous l'améliorez au fur et à mesure, c'est le travail de toute une vie. Donc il faut commencer maintenant à écrire votre bouquin. Et d'année en année, justement, vous allez évoluer avec le bouquin. Vous allez vous aussi évoluer. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment rajouter tout ce que vous voulez. Il faut juste pas être pressé. C'est-à-dire qu'il faut le faire petit à petit et pas être pressé. Donc si vous voulez écrire un livre, vous pouvez commencer maintenant. Allez-y, mettez des mots sur le cahier, commencez à écrire petit à petit, commencez à structurer votre livre et tout. Et vous allez voir qu'au final, vous allez mettre un certain temps à le faire et il sortira quand il doit sortir. Vous pouvez dès à présent tester, ça ne coûte absolument rien. Et même ce que je vous dirais, vous pouvez même commencer à écrire des tout petits livres et commencer à sortir ces livres-là. Vous pouvez les sortir numériquement, vous pouvez les sortir directement sur internet. Il y a un site, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, donc je vous laisserai le lien en description de la vidéo YouTube si vous écoutez ça. Et si vous êtes en live, venez sur ma chaîne secondaire dans le replay et vous regarderez, pardon, excusez-moi, je tapais dans le micro, et vous regarderez dans la description directement ce que je vous ai mis. En fait, c'est le lien directement pour aller voir un site qui vous permet de pouvoir publier votre livre directement. Donc, sur ce site-là, sur internet gratuitement, ou vous pouvez le mettre directement en ebook sur Amazon. Vous pouvez commencer. Ce livre, il est nul. Personne ne le lit. Justement, personne ne le lit. Donc, même s'il est nul, vous avez peur de quoi? Personne ne l'a lu. Donc on s'en fout. Et il est nul, beaucoup de personnes le lisent. Et alors, vous croyez que tout le monde va se rappeler de vous? Vous savez vraiment que les gens vont vous juger par rapport à ça? Et même si vous jugent, ça change quoi? Donc vous savez que vous êtes juste en train de tester là. En train de faire votre chemin. C'est tout. Si vous le sortez, c'est que ça doit sortir. Si vous le sortez pas, c'est que ça doit pas sortir. Donc maintenant, vous pouvez commencer à écrire. Parce que si ce livre doit sortir, il va sortir un jour ou l'autre. S'il ne doit pas sortir, il sortira pas parce que vous n'avez pas les connaissances. Mais si vous savez vraiment où vous devez aller, si vraiment vous faites confiance en votre chemin de vie, vous l'écrirez ce livre si vous êtes vraiment fait pour ça. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, dès à présent, vous pouvez commencer à écrire ce livre. Et maintenant, on va trouver un autre exemple. On va trouver l'exemple, par exemple, d'un blog. Je veux faire un blog et je vais écrire des articles sur la santé. Ouh là là. Ça, c'est un sujet pas mal fort quand même, la santé. Alors, je vais faire mon blog. Qu'est-ce qui m'empêche de créer mon blog? Alors déjà, il peut avoir les bases techniques. Ça veut dire que je ne sais pas comment créer un blog. Ok. Internet, comment créer un blog? C'est fini, ça s'arrête là. Problème financier. Ok, WordPress, 6 € par mois. Donc là, déjà, on arrête tous les problèmes. Et même, je vais vous dire mieux, WordPress gratuit si vous gardez certaines pubs et tout. Donc déjà, jusqu'à là, aucune excuse au niveau de ça. Vous pouvez créer, etc. Alors après, dans la création, il peut y avoir encore un problème. C'est-à-dire que quand vous créez votre blog, il peut y avoir le problème de confiance, de se dire, est-ce que ce blog est assez beau? Est-ce que les gens vont venir sur ce site et douter des couleurs, des trucs, etc., etc. Donc ça, vous avez deux solutions. Premièrement, vous pouvez faire une charte graphique. Et donc, vous allez définir les couleurs, vous allez définir directement les polices d'écriture, vous allez définir tout ça. Alors pour ça, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, qui est d'ailleurs la vidéo la plus visionnée. Donc d'ailleurs, je vais aller voir les résultats en direct sur ma chaîne YouTube. Et justement, cette vidéo parle de comment créer sa charte graphique de A à Z, même quand on n'en connaît absolument rien. Et du coup, ça va vraiment vous aider à créer votre charte graphique. Donc la charte graphique, vous mettez à l'intérieur donc le nom de votre marque, vous mettez également le logo, vous mettez les couleurs, les différentes typographies, vous rentrez en fait toutes les données graphiques. Donc là, la vidéo, je regarde actuellement, elle a combien de vues? Elle est à 2242 vues avec 84 j'aime. Et je vous mets tout de suite le lien, comme d'habitude, je le répète, mais au moins vous le savez, dans le chat pour les gens qui sont en direct et dans la description pour les personnes qui sont sur le replay. Et voilà, vous avez la vidéo que vous pourrez aller voir juste après le live. Donc juste après cette émission, juste après le petit morning bonheur. Donc là, j'explique comment créer une charte graphique. Donc vous faites une charte graphique. C'est très simple à faire.
Prenez une feuille pour le faire. Sinon, vous faites ça sur InDesign si vous êtes un peu plus expérimenté. Vous notez les couleurs principales. Même là, il peut y avoir des fois des problèmes. Ah, mais quelle couleur je vais choisir? Le bleu, c'est bien. L'orange, c'est bien. Allez sur Internet, tapez signification des couleurs. Vous regardez toutes les couleurs qui existent et vous choisissez les meilleures. Vous choisissez vos couleurs. Tac, tac, tac. Dites-vous juste que vous n'êtes pas condamné. Si jamais vous choisissez les mauvaises couleurs, si jamais les couleurs ne vous plaisent plus, vous pouvez les changer par la suite. Vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas dans quelque chose. Et si vous avez vraiment peur, alors prenez une semaine pour faire votre charte graphique. Et tous les jours, vous essayez de réfléchir à finalement le bleu, ça m'appartenait pas parce que plus cette couleur, et vous changez, au fur et à mesure vous changez. Et dès que vous vous lancerez, vous garderez votre charte graphique. Ou sinon, vous vous lancez directement avec ces couleurs-là et vous changerez au fur et à mesure. Justement, vous allez vous forger avec ça. Donc là, pour ça, il n'y a plus de peur du coup quand vous comprenez ça. Donc vous faites ça, faites votre logo, pareil pour le logo il peut avoir les mêmes peurs, mais c'est pareil, vous pouvez adapter au fur et à mesure, vous pouvez mettre plusieurs temps, aussi n'allez pas trop vite. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre logo maintenant, mais c'est pas pour ça que la version finale doit être maintenant. Faites votre logo, faites-le et améliorez-le. Chaque jour vous venez voir un petit coup, ouais, je vais améliorer ça, parce qu'il est bien, voilà. Parce que quand on le fait à froid, quand directement on va réagir maintenant, c'est-à-dire que je fais mon logo et je réagis direct, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez soit le trouver trop beau, soit trop moche. Et le lendemain, peut-être que vous allez trouver d'une autre manière. Ah, finalement, il est pas si ouf. Ou finalement, ah ouais, en fait, il est ouf. Donc, c'est pour ça que vous ne devez pas juger directement. Donc, c'est pour ça, laissez-vous du temps. Se laisser du temps, c'est vraiment super important. Donc, je trouve mes couleurs, je trouve ma typographie, je trouve tout ça, pour trouver tout ça. Vous allez sur Internet, vous trouvez. Et là, maintenant que vous avez toutes ces informations réunies, vous pouvez commencer à faire votre site. Ou sinon, directement, vous achetez un thème. Vous achetez un thème si vous voulez pas le designer par vous-même. Vous achetez un thème, vous faites designer par un designer, vous le faites par vous-même, vous faites comme vous voulez. Vous l'avez, maintenant il n'y a plus aucun doute par rapport à ça. Donc c'est parti, je peux commencer mon blog. Mais maintenant, comment je vais écrire mes articles? J'ai jamais fait ça de ma vie, moi, écrire un article. Je suis nul en écriture. En français, j'avais 5 de moyenne. Je comprenais jamais rien. Je faisais une faute par phrase à chaque fois quand je faisais des dictées. Une faute par mot. Et je vais pas pouvoir écrire des articles. Ok, qu'est-ce qui fait que vous avez cette peur? Manque de connaissances. Donc, qui dit manque de connaissances dit tout simplement que vous devez avoir plus de connaissances. Apprenez, passez à l'action. Comme pour le livre, la même chose. Prenez votre temps, allez-y petit à petit, ou faites confiance et laissez faire les choses. Allez, c'est parti, on va apprendre petit à petit et on va le faire. Ou tout simplement, exercez, faites maintenant. Maintenant, vous écrivez un article. Écrivez votre premier article, maintenant, ne le sortez pas. Vous testez. Et de jour en jour, vous l'améliorez, jusqu'à qu'il vous convienne, et là, vous l'envoyez. Et peut-être que vous allez vouloir faire autre chose. Peut-être que vous avez un blocage car vous voulez structurer vos articles. Vous n'avez pas envie que ça parte de tous les côtés. Alors dans ce cas-là, vous prenez une grande feuille, vous marquez blog et vous marquez la thématique principale santé et vous mettez tout ce dont vous voulez parler et vous structurez vos articles. Vous dites article 1, il sera en rapport avec article 2 et au moins vous aurez une cohésion dans vos articles. Simplement, vous voulez faire des articles, on va dire, instinctifs. Et dans ce cas-là, vous faites les articles comme ça vous vient, les idées, vous les mettez, vous le faites, etc. etc. Et voilà. Il vous faut de quoi de plus? Et là, la peur que vous pouvez avoir, c'est oui, mais imagine, j'écris quelque chose qui est faux, quelque chose... voilà, je fais une comment on dit ça déjà? Une intox, une infox, enfin je sais plus comment on dit, mais en gros, je mets une fausse info. Qu'est-ce qui se passe pour moi là? Et si vous mettez une fausse info et quelqu'un veut dire ce que je dis c'est faux et vous allez changer? Vous croyez que vous allez aller en prison si vous avez dit une chose qui est fausse? Vous savez combien de choses sont fausses, mais il y a des choses frauduleuses que des personnes, comme les médias et tout, nous disent toute la journée. Pour ça, ces personnes-là ne vont pas en prison, ne vous inquiétez pas, vous allez risquer rien du tout. C'est pour ça qu'il faut donner des informations frauduleuses. Mais si jamais vous allez en avoir, vous n'avez pas besoin à avoir peur pour ça. Vous n'avez absolument pas besoin. Parce qu'au final, la finalité c'est quoi? C'est qu'au final, si jamais il y a quelque chose qui est faux, si quelqu'un s'en rend compte, il va vous le dire. Parce que si cette personne, ça choque que vous avez dit quelque chose qui est complètement faux, il va vous le dire. Donc vous avez juste à changer cette chose-là et puis c'est tout. Donc vous risquez rien dans l'absolu. Il faut juste que vous ayez quand même de la connaissance, que vous allez justement vous renseigner sur ce que vous allez parler. Vous en parlez, vous écrivez vos articles et puis c'est tout. Pour les vidéos, c'est pareil. Vous n'avez aucun risque à chaque fois à prendre. Vous pouvez les faire. Et si vous avez peur de faire des articles mal structurés, pas assez complets, mal écrits, etc., encore une fois, personne ne les lira. S'ils sont mal faits, personne ne les lira. Si ils sont bien faits, quelqu'un les lira. Et s'ils sont mal faits, que personne ne les lit, ben c'est pas grave. Au contraire, ça va vous permettre à vous-même de vous forger et de vous faire apprendre petit à petit. Donc faites-vous confiance, testez, essayez, adaptez, toujours. Donc vous voyez maintenant avec ces exemples concrets
que vous pouvez absolument tout lancer. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous venez avec moi en direct me dire ce que vous voulez lancer et ce que vous n'arrivez pas à lancer. Et ensemble, on essaye de comprendre pourquoi. Attention, je ne suis absolument pas psychologue, je suis rien du tout, je suis juste moi-même et c'est tout. Et c'est avec mon expérience personnelle que je peux essayer, bien sûr, de vous aider. Jamais personne ne vous aidera et encore moins moi. C'est-à-dire qu'on peut vous aider, vous donner certaines clés, vous aider à trouver les clés en fait. Je vous donnerai jamais les clés, personne ne vous donnera jamais les clés. On peut vous aider à trouver les clés parce que les clés sont en vous. Donc on peut uniquement vous aider à vous dire que les clés se trouvent ici. Essaye de tester ça et ça et tu vas essayer de trouver les clés, tu vas essayer de voir où elles sont. Et après tu pourras les utiliser. Et aussi, certaines personnes peuvent vous expliquer comment utiliser ces clés le mieux possible. Encore une fois, c'est une idée de comment utiliser ces clés. Mais on a tous une serrure différente. Donc pour utiliser une clé, on la rentre, on la tourne, mais ça dépend des clés. Des fois, il faut la rentrer d'une certaine manière et tout. Ben, c'est exactement pareil. C'est qu'on sait tout ce qu'il faut faire pour réussir à prévenir soi-même, mais il faut l'adapter. C'est l'adaptation qui va faire que cette chose-là marchera ou pas pour vous. Donc tout simplement, toujours faites, modifiez, adaptez, supprimez quand c'est pas bon, changez, faites, adaptez, changez, faites, adaptez, changez, faites, adaptez, changez. À chaque fois, il faut faire ça. Et vous pouvez tout faire. Dès maintenant, vous avez vu que toutes les peurs, vous pouvez les faire tomber. Et pour ce qui est des peurs de regard des autres, il y en a encore plein que j'ai dû oublier de peurs. Mais encore une fois, si vous reconnectez à vous-même, si vous devenez vous-même, si vous arrêtez de vous juger, toutes ces peurs vont tomber. Si vous faites confiance en la vie, écoutez bien ça, confiance en la vie, toutes vos peurs vont tomber. Tout ce que je vous ai dit là ne vous servira pas. Et je vous dis vraiment pour vous aider à vous emmener vers ce chemin qui est de faire confiance en la vie justement. Donc il y a peut-être la dernière peur qui est la peur du regard des autres. La peur du regard des autres est une fausse peur. En fait, c'est simplement une mauvaise estime de soi. C'est tout. Le regard des autres, c'est juste ça. Et si vous avez peur du regard des autres, c'est parce que vous avez une mauvaise estime de vous-même. Et la plupart du temps, ça découle de quoi? Ça découle tout simplement d'un manque d'action. En fait, vous avez très peu agi dans votre vie. Et du coup, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Et puisque vous ne savez pas de quoi vous êtes capable, alors vous allez tout simplement avoir une mauvaise estime de vous-même et vous dire simplement que vous n'êtes pas capable de faire cette chose-là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir peur du regard des autres qui vont vous juger parce que vous-même, vous avez un mauvais jugement envers vous-même. Et vous allez penser que c'est un mauvais jugement que vont avoir les gens par rapport à vous, mais c'est juste vous qui avez un mauvais jugement par rapport à vous-même. Donc en fait, le problème du regard des autres, c'est juste un problème interne, encore une fois. Car il n'y a pas de problème externe à nous. Il n'y a que des problèmes internes. Donc le regard des autres, c'est nous. Parce qu'en fait, le regard des autres, c'est quoi? C'est simplement qu'on a peur que les gens disent quelque chose sur nous. Mais au final, les gens ne vont rien dire. En fait, au final, c'est pas ça qui se passe. C'est qu'au final, on va avoir peur que les gens nous jugent. Et du coup, en se faisant ça, on va s'auto-juger. Bon, bref, et du coup, on va rien faire. Donc en fait, c'est faux. C'est pas le regard des autres dont vous avez peur, c'est votre propre regard à vous. Et c'est ça que vous allez penser que c'est votre regard. Mais c'est pas du tout votre regard. Donc du coup, vous allez penser que c'est le regard des autres, pardon, alors qu'en fait, c'est votre regard justement. Donc justement, pour changer ce regard, agissez plus. Vraiment, la base aussi, c'est l'action. Agissez, faites maintenant les choses. Agir ne veut pas dire vouloir avoir des résultats. Agir veut dire tester, veut dire faire. Si dès à présent vous faites, alors vous ne pourrez plus vous plaindre. Vous ne pourrez plus avoir pas confiance en vous. Parce que vous allez vraiment savoir maintenant et connaître vos capacités. Vous allez les voir, vos capacités en action. Si vous ne faites jamais, comment vous allez savoir pourquoi vous êtes fait? Vous ne pourrez pas savoir. Donc si vous avez une mauvaise confiance, estime de vous, c'est parce que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez pas assez expérimenté dans votre vie. Donc maintenant, testez, expérimentez et c'est de là que vous allez aussi pouvoir commencer à vous comprendre. Parce que moi aussi, ce chemin pour essayer de me comprendre, je l'ai fait aussi grâce aux vidéos. Le fait de faire une vidéo par jour m'a aidé énormément parce que j'ai fait tomber toutes les peurs, tout le regard des autres, tout ça c'est tombé complètement. Pourquoi? Parce que je faisais. Et à force de faire, je commençais à prendre confiance en moi parce que je me rendais compte de quoi j'étais capable. Comment voulez-vous rendre compte de quoi vous êtes capable quand vous n'agissez pas? Donc pour vous rendre compte de ça, maintenant, passez à l'action, ça vous coûte absolument rien et vous pouvez le faire si vous prenez un petit peu avec les étapes que je vous ai données juste avant. Voilà, vivez votre vie, vivez la meilleure vie que vous pouvez car on n'a qu'une vie présente, qui en est ou pas après, en tous les cas, présentement, maintenant, il y en a une seule vie, une seule expérience de vie, donc vivez-la au maximum et devenez vous-même dès à présent. Arrêtez de vous juger et tout va se passer pour le mieux. Voilà, merci à tous pour cette émission et ça y est, on a réussi à tenir jusqu'à 7 heures. On a fait donc 2 heures d'émission. Ça m'a énormément plu. Donc si j'arrive à préparer les émissions à chaque fois jusqu'à 7 heures, donc je pense que si je fais 1 heure, 1 heure et demie, je peux facilement passer dans les
2 heures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur le replay, parce qu'encore une fois, il n'y a pratiquement personne sur le live. Donc sur le replay, au moins, vous serez déjà plus nombreux. Si vous avez tenu jusqu'à maintenant, vous pouvez marquer 2 heures directement dans les commentaires. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent début de week-end. Et oui, ce soir, c'est déjà le week-end. Profitez de ce week-end pour vous poser des questions sur vous-même, pour faire confiance à la vie et pour commencer à agir petit à petit, faire des petites actions. Et vous verrez bien où ça va vous mener. Voilà, excellente journée à tous. Et nous, on se retrouve demain matin, encore une fois, de 5h à 6h. Et on se retrouve ce soir à 18h sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bonne journée à tous. À demain.